Bien, donc on peut la précision suisse à l'heure catalane, hein. Donc, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Frédéric est parmi nous. Nous sommes à une jauge de 100 participants. Est-ce que tout le monde est OK? Tout le monde entend? Jérôme, tu peux allumer ton micro. Ah, tu peux activer ton micro. Vas-y. Ouais, Voilà, parfait, c'est bon. J'ai été en voilà, sourdine. voilà. Donc, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux à ce webinaire, hein. Donc, 186 personnes inscrites à date et déjà 100 participants dans la salle. Quelques explications d'un point de vue purement technique pour des raisons évidentes aujourd'hui de surcapacité, enfin de sous-capacité, on va dire, des réseaux ou de maintien des capacités des réseaux. La plateforme Zoom et d'autres plateformes comme ça de webinaires ont annoncé, ont décidé de réduire un petit peu la bande passante qui est consacrée au webinaire. Et donc, au-delà d'un certain nombre de participants, les visuels de tous les participants, notamment vous, donc les participants à cette conférence, ne sont pas tous visibles, hein, les caméras ne sont pas toutes visibles, mais vous êtes bien là, donc vous nous voyez, vous nous entendez, j'espère, correctement. Et donc, vous allez pouvoir participer avec nous à ce webinaire. Alors, quelques règles de fonctionnement. Nous sommes 3 intervenants, dont 2 qui vont intervenir, Jérôme Forger et moi-même, et Frédéric qui sera un petit peu le passe-plat. Il va vérifier les entrées. Vous pouvez aussi poser vos questions, comme on va le voir, sur le mode de fonctionnement. Donc pour le fonctionnement de ce webinaire, il va durer entre 30 et 45 minutes. C'est une vignette générale, puisque vous savez que nous avons organisé tout un tas de webinaires pour les jours et les semaines qui viennent, hein. Donc, c'est une initiative que nous avons prise pour mettre à profit ce malheureux temps de confinement qui nous est imposé, pour pouvoir consacrer du temps à faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire et nous rendre utiles auprès de la communauté des professionnels de l'industrie du tourisme et des loisirs que vous représentez. Vous apporter des réponses qui ne sont pas forcément que des réponses Eloi, qui ne sont pas que des fonctionnalités Eloi, c'est d'avoir avec vous la possibilité de réfléchir et de pouvoir discuter, échanger ensemble et aussi transmettre une information, une veille qui peut être utile à chacun au niveau de vos entreprises, de vos organisations pour vous positionner, vous ajuster ou pour pivoter, notamment au moment de la reprise. Il y aura donc une coupure de vos micros pendant la conférence. Ça sera du confinement de micro, donc aussi volontaire pour éviter, vu que nous sommes à l'heure actuelle un très grand nombre de participants, nous sommes déjà 142 dans la salle, pour éviter qu'il y ait un brouhaha général et que les conditions de ce webinaire ne soient perturbées. Toutefois, vous pourrez poser des questions. Vous avez une fonctionnalité dans Zoom qui vous permet de lever la main, voire de poser vos questions à travers le module de conversation. Et donc, c'est Frédéric qui cache son visage, parce que c'est un ariégeois, donc il n'a pas le droit de le montrer, qui aura donc la tâche, ah ben voilà, on le voit, donc qui aura la tâche de recueillir vos informations et donc vos questions, pardon, et évidemment, nous répondrons à vos questions tout au long de ce webinaire ou à l'issue des premières interventions. Alors, ce premier webinaire, on l'a voulu, évidemment, il est d'une notion, d'une dimension un peu large, hein, puisqu'on parle déjà de comment se préparer pour rebondir, mais il nous semblait important de faire avec vous ce premier exercice de prospective. C'est un sujet qui est très large, qui arrive peut-être en amont pour certaines de la situation, mais qui nous semblait important aujourd'hui de positionner, puisqu'en fait, quand on raisonne en termes de management, ben, on raisonne surtout en termes d'objectifs. L'objectif que nous avons tous, c'est de rebondir à l'issue de cette crise. Et donc, la question qu'on se pose tous, c'est par quels moyens on va rebondir, puisqu'on est à peu près tous convaincus que cette crise inédite va modifier de fond en comble notre façon de travailler, notre façon de partir en vacances, notre façon de consommer. C'est une évidence. Et donc, on ne peut pas imaginer le rebond demain avec les moyens actuels ou avec tout ce que l'on a su faire depuis ces dernières années. Donc, il va y avoir des remises en question, et ces remises en question, nous n'avons pas vocation, nous, à faire des prédictions, mais ce que l'on a imaginé de faire avec Jérôme et avec un certain nombre d'amis de l'industrie du tourisme qui ont participé à la préparation de ce webinaire, c'est de poser un certain nombre d'hypothèses que vous partagerez ou pas, hein. On n'est pas des Madame Soleil, mais ce sont des pistes, ce ne sont pas des solutions toutes prêtes. C'est d'ores et déjà poser les éléments clés d'une réflexion
qui, à partir de là, appelleront des réponses concrètes et on essaiera à la fois dans ce webinaire et dans les webinaires qui vont venir avec les autres invités qui viendront, et puis Jérôme fera partie de ceux qui reviendront aussi. Nous allons aussi, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de réflexion, travailler des réponses qui nous semblent pertinentes, faciles à mettre en œuvre pour pouvoir justement profiter au mieux et au plus vite du rebond. Alors, je présente notre premier invité, donc, qui est Jérôme Forget, qu'on présente quasiment plus dans le milieu, puisque c'est quelqu'un qui a une véritable expertise sur les maisons d'hôtes et la petite hôtellerie. Pour répondre aussi à vos questions, sachez qu'on ira aussi sur le sujet des campings et des activités de loisirs, puisque c'est aussi un domaine dans lequel nous travaillons et dans lequel aussi Jérôme et d'autres de nos conférenciers invités travaillent. Donc, Jérôme, je vais lui laisser la parole pour vous donner un petit mot au départ, un petit bonjour. Et puis, voilà, c'est sa compétence sur les maisons d'hôtes, les interventions qu'il a faites partout en France et même en Belgique et au-delà sur les zones francophones, qui nous intéressaient particulièrement ce matin, puisqu'il intervient souvent à la base de la création d'une maison d'hôte, il intervient souvent quand il s'agit de booster la maison d'hôte, la repositionner dans un univers concurrentiel que vous connaissez bien et qui s'est énormément aiguisé ces dernières années. Il intervient aussi auprès de maisons d'hôtes en difficulté ou en reprise pour aider les propriétaires à rebondir. Et donc, il nous semblait que c'était le conférencier idoine aujourd'hui pour cette première. Voilà, Jérôme, je te laisse la parole rapidement et puis après on pourra enchaîner. Écoute, merci beaucoup Bruno pour cette belle introduction et belle présentation me concernant. C'est vrai que j'ai la chance de côtoyer notre secteur d'activité depuis 10 ans. On a fêté les 10 ans, vous l'avez peut-être vu pour certains sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, juste avant qu'on soit en confinement. Sinon, on aurait tous dû rester dans la chambre d'eau de maman depuis quelques semaines ensemble, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, je suis ravi en tous les cas que tu nous aies sollicité au niveau des stratégies pour être parmi ces premiers à intervenir à tes côtés sur cette thématique-là. J'aurais dû animer un certain nombre de conférences en présentiel sur pas mal de territoires qui sont peut-être en train de nous écouter à présent et auprès de différents hébergeurs qui nous écoutent également. Donc, on a tout fait avec Bruno pour transposer une conférence en présentiel en mode à distance. Vous voyez, je triche souvent sur la photo là. D'ailleurs, j'ai plus la chemise, hein, on est à la maison comme tout le monde, donc j'ai fait péter le pull aujourd'hui. Les cheveux, c'est un peu plus court, enfin, quoique j'ai une mèche qui circule, et puis la barbe, voilà, pareil, j'ai oublié mon rasoir, donc je ne vais plus me raser pendant quelques semaines. Donc, si on fait des prochains séminaires, webinaires, Bruno, il faudra faire gaffe parce que je serais vraiment méconnaissable. Il faudra qu'on change de photo à ce moment-là. Bon, sur cette petite boutade, petite plaisanterie, voilà, je pense qu'on peut lancer un peu les belles hostilités, le beau programme qu'on vous a concocté avec Bruno assez tôt pour moi ce matin et assez tard pour lui hier soir. Donc, on est chaud là. Merci Jérôme. Alors, on a essayé de se projeter sur le scénario d'après-crise, hein, puisque on n'a pas de compétences médicales, on n'a pas de compétences scientifiques, donc on est un peu comme tous à la merci de ce que ce sacré virus et satané virus et que nos forces de soignants et de l'ordre et des secours à qui on rend hommage vont être capables de faire pour nous sortir de cette situation. Donc on se projette dans le jour d'après. C'est pas pour vous et pour nous un acte égoïste, c'est que certainement qu'après la crise, il va y avoir un vrai gros besoin de respirer, de s'oxygéner et de se détendre. Donc, quand on regarde un petit peu, quand on croise les littératures actuelles économiques ou les spécialistes, on en déduit quelques premiers éléments. Le premier, c'est le fait que les marchés qui décrochent le plus vite sont les marchés internationaux. Et donc, on voit bien que les marchés qui décrochent le moins vite sont les marchés locaux. Et les marchés qui reprennent le plus vite sont les marchés locaux. Le marché local est celui qui décroche le dernier, mais c'est celui qui démarre le premier. Et on l'a constaté quand on regarde la littérature touristique ou les statistiques touristiques à l'international. Chaque fois qu'il y a eu des crises, notamment après les attentats de 2015, on voit bien que le resserrement se fait autour du marché local. Et là, on va dire que la probabilité que le marché se resserre d'abord sur l'hyperlocal, elle est quand même très importante. Alors, c'est quoi l'hyperlocal? C'est quoi le local? D'abord, il faut savoir qu'en matière de statistiques touristiques, à l'échelle mondiale, 18 pays dans le monde, dont la France, concentrent 80% du revenu touristique. Et donc, ces 80%, on va le voir, ce sont des clients qui sont des clients domestiques. Les clients domestiques, ce sont les Français qui font 80% du revenu touristique français, 80% des Espagnols qui font 80% du revenu
touristiques espagnols. Et dans les 20% restants d'étrangers, en réalité, 80% sont des clients européens, donc nos amis belges, des frontières voisines, voire de l'Europe du Nord. Donc, nous sommes sur un marché au point de vue mondial qui est local, mais après cette crise, on va vraiment rentrer dans du local qui est du local, c'est-à-dire probablement à moins de 3 heures de voiture de l'endroit où se trouvent les voyageurs. C'est une réalité qui s'observe un petit peu partout et qui va s'observer encore plus après la crise. D'abord parce que les gens vont éviter les phénomènes de foule, vont éviter les lieux à forte concentration, puisqu'on va sortir d'un confinement. Beaucoup de gens ne vont pas sortir du confinement comme ça, en criant dans les rues et en sautant de joie. Il va y avoir comme une sorte de syndrome de Stockholm chez certaines personnes qui vont, même quand on va leur dire que le confinement est levé, vont rester chez elles ou ne vont pas sortir de sitôt parce que c'est une maladie qui est pas bien connue, la résilience sur cette maladie n'est pas bien connue, et donc, à juste titre, l'angoisse aidant, les semaines et les semaines d'angoisse et d'informations anxiogènes vont faire que les gens ne vont pas, du jour au lendemain, se précipiter dans les lieux de forte fréquentation, donc y compris dans le tourisme urbain. On peut imaginer, pour ceux qui sont allés à Rome, que ce n'est pas demain la veille qu'on va revoir dans la galerie du Vatican des hordes de touristes se promener pour aller voir la chapelle Sixtine. Donc, il va y avoir pendant un long moment, et c'est ce que certains spécialistes prédisent, puisqu'on est sur une courbe de 12 à 18 mois pour retrouver une situation normale après la crise que l'on connaît à l'heure actuelle. Et encore une fois, ce ne sont que des hypothèses basées sur les constatations historiques de la manière dont l'activité touristique ou l'industrie touristique a réagi après des crises d'ampleur moindre ces derniers temps, mais d'une ampleur symbolique assez élevée. Donc on a vu que le retour à la normale dans les pays où les zones qui étaient touchées étaient de l'ordre de 12 à 18 mois. Ça ne veut pas dire qu'on va tous sucer des pierres pendant 12 à 18 mois. Ça veut dire que ça ne sert à rien de dépenser son énergie à aller chercher de la clientèle hors de ses frontières, à aller chercher de la clientèle très très loin de chez soi. Il faut au départ se concentrer sur le marché local. Et ce marché local, paradoxalement, va être très en attente et très dynamique. Les gens vont partir moins loin, même si le pouvoir d'achat risque d'être atténué par cette crise, il va y avoir une réaffectation des budgets, notamment sur le budget du transport. Et donc, on va se retrouver avec des situations demain, après la crise, où ce genre de visuel, où les gens par centaines sont dans les halls de train, les halls de gare, les halls d'aéroport, risque d'être sérieusement réduit versus les personnes qui vont prendre leur voiture, leurs enfants, leurs tribus, leurs parents, vont partir en voiture, pas très loin de chez soi, pour trouver de l'évasion. Donc, c'est une première hypothèse qui est pas une hypothèse de grand clair. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr ou avoir fait l'ENA pour imaginer ça, mais à la fois accrédité par ce qu'on en a vu sur la manière dont le tourisme a évolué après les crises partout en Europe et hors des frontières européennes, et par le fait qu'on voit à peu près tous comment les gens sont en train de réagir aujourd'hui, c'est-à-dire une forme d'angoisse de fréquenter son voisin, de fréquenter les phénomènes de foule, d'aller s'enfermer dans des trains, d'aller s'enfermer dans des avions, dans des halls de gare, des halls d'aéroport. La probabilité que ce marché-là, et seul ce marché, soit le plus réactif est quand même très élevée. Donc, je ne sais pas si Jérôme, tu veux rajouter quelque chose à ce stade. Alors, je suis entièrement en phase avec toi. Je pense que tes propos sont justes et je pense en effet, c'est de ceux qui ont malheureusement une clientèle historiquement internationale qui représente 2 tiers, voire plus de leur cible et de leur fréquentation touristique. C'est sûr que là, il va falloir qu'ils se retournent vers une clientèle, comme tu as dit, beaucoup plus locale et justement mettre en place aussi une stratégie, qu'elle soit de commercialisation ou marketing, adaptée, ce qui est loin d'être le cas pour pas mal de nos destinations aujourd'hui. Oui, je parlais hier avec certains de nos clients, notamment dans le camping, qui disaient nous, on a plutôt une clientèle internationale, donc il va falloir qu'on trouve un moyen de se repositionner. Et on va le voir tout à l'heure, notamment la thématique des retrouvailles de tribus, de familles sur le marché local risque d'être aussi une thématique, sera une thématique intéressante pour ce type d'acteur. Donc, comme je le disais, le marché touristique, de toute façon, par nature, il est local, mais local au sens de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est-à-dire national. Ce marché-là, il va le rester, il va même probablement passer à une proportion de clients nationaux très élevée, au-delà des 80, voire des 90%. Et donc, on rentre dans ce que l'on appelle aujourd'hui le phénomène de la staycation, c'est-à-dire les vacances sur place. Je reste sur place, je prends mes vacances sur place, je redécouvre mon territoire, je redécouvre ma destination. L'essentiel
n'est pas dans la distance que je parcours. Ce qui est important, c'est l'expérience que je vais vivre, c'est le fait de sortir de mon quotidien. Et donc là, c'est un quotidien qui va durer quand même. Donc on va avoir besoin de sortir de son quotidien, quitte à ce que l'on sorte à quelques kilomètres de chez soi. Et donc, c'est un concept qui n'est pas un concept, qui est un concept qui est analysé depuis des années, qui s'appelle la staycation. Alors, staycation, tant que le marché va bien, ben, on va chercher des clients à l'international, on va chercher des clients à Paris, on va chercher des clients sur les frontières européennes. Et donc, on se dit, mais non, le marché local, ce n'est pas forcément le marché sur lequel on prospère. En réalité, c'est un marché sur lequel, aujourd'hui, va se créer uniquement, on va réensemencer le chiffre d'affaires, on va réensemencer l'activité de l'industrie du tourisme avec cette logique de la staycation. Et on va évoquer avec Jérôme tout à l'heure comment on peut stimuler cette logique de la staycation. N'hésite pas, Jérôme, hein, si tu veux intervenir. Alors, écoute, ouais, non, je rebondis rapidement par rapport à ce que tu viens de dire. C'est sûr que bon, c'était ceux qui sont dans le secteur d'activité depuis quelques années et qui font de la bonne veille touristique et qui se posent des bonnes questions. C'est en effet pas ce mot-là et ce phénomène-là, c'est pas un phénomène Covid-19, quoi, hein. Ça fait déjà quelques années que ça existe. Moi, je vois des propriétaires qui accueillent des clients, des voyageurs qui parfois sont issus des mêmes villages, hein, de la même commune. Ça peut paraître bizarre, hein. Pourquoi j'irai dormir à côté de chez moi? Parce que, comme dit Bruno, voilà, on veut justement trouver quelque chose, revivre un territoire, une localité, un terroir. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. Après, en effet, souvent, quand on accompagne les porteurs de projets, on a tout de suite envie d'accueillir du Mexicain, j'irais du Japonais, de l'Australien, parce que bon, ça nous fait plaisir. Il y a un côté culturel qu'on a envie un peu de connaître, hein, différentes cultures justement plus ou moins éloignées géographiquement. Mais souvent, on oublie le côté local. Et ça fait longtemps qu'on martèle ce discours-là, mais c'est sûr que là, avec le phénomène qu'on vit actuellement, il va être accentué, on n'aura pas le choix, quoi. Il faudra vraiment trouver des leviers et localement vraiment pouvoir se faire connaître, reconnaître et attirer une clientèle dans un périmètre le plus proche possible, et pas forcément rêver à avoir de l'américain, même si on n'en rêve pas toujours. Les Chinois, j'en parle même pas, parce que même avant le Covid, ce n'était pas forcément rêvé tous nos hébergeurs. Mais voilà, concentrons-nous à l'échelle locale. On en parlera tout à l'heure avec Bruno, avec certaines stratégies, mais il y a déjà largement de quoi faire, quoi. C'est certain. Alors justement, parler des Chinois, simplement pour expliquer que cette courbe que l'on a montrée dans le blog Eloa démontre que l'activité des réservations, notamment dans l'hôtellerie, en Chine, et y compris dans les zones qui ont été touchées, donc avec la fin annoncée, elle n'est pas évidente, mais la fin annoncée de l'épidémie chez eux, en tout cas en espérant qu'il n'y ait pas de reprise, on voit bien que les indices de réservation sont à nouveau à la hausse. Et donc, on est bien sur un marché qui est un marché local. Alors, c'est un marché qui est très vaste, hein, la Chine, mais enfin, les déplacements sont des déplacements à l'échelle de la Chine, dont des sauts de puce. Et donc, les réservations repartent de ce côté-là. Sur l'Italie, notamment dans les zones du sud, un peu moins touchées, où l'activité hôtelière n'est pas encore au point mort, n'est pas encore totalement ralentie, il y a encore un peu d'activité. La baisse la semaine dernière était encore de 39%, une baisse énorme, hein, mais c'était encore une baisse de 39%, c'est-à-dire on n'est pas totalement au point d'arrêt. Alors ça ne veut pas dire que les gens continuent de partir en week-end, ça ne veut pas dire qu'ils continuent de partir en vacances, mais l'activité, comme on le signale, on le voit sur Google Trends, on le voit sur les tendances d'Alexa, on voit sur tous les trafics de sites internet, on voit bien que l'activité digitale est au plus haut à l'heure actuelle et que les gens continuent de regarder ce qui se passe sur le territoire, ce qui se passe en termes d'offres de tourisme et de loisirs. Et il y a fort à parier que dès que les signaux repasseront à l'orange, voire au vert, au jaune clair, en tout cas, les gens vont repartir et ils vont reconsidérer avec un peu plus d'attention ce qu'ils vont pouvoir faire au moment où ils auront le droit de partir ou quelques semaines après qu'ils puissent repartir, puisque évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inquiétude, elle ne va pas disparaître des gens après 6 ou 8 semaines de confinement comme ça. Les gens ne vont pas partir avec armes et bagages et les enfants en week-end du jour au lendemain, en tout cas très massivement. Mais en tout cas, la reprise sera là assez vite dès que la fin de la crise sera annoncée. Donc, jouer l'hyperlocal, c'est fondamental. On verra, on n'a pas que des réponses précises, mais on aura quelques pistes à vous donner. Et puis, tout au long de ces webinaires, on abordera avec vous, dans les questions-réponses, il y en a déjà beaucoup. Je vous signale à l'heure où je vous parle que nous sommes plus de 202 sur la salle du webinaire. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints.
Il faut investir le marché local, donc c'est un marché qui a moins de 2 heures de voiture de chez vous. Et il faut voir comment l'investir aussi avec les partenaires que vous allez avoir autour de vous. Et il va falloir se faire aider sur le marché régional, puisque le marché régional, c'est celui qui a un peu plus de 2 heures de voiture. Et c'est là que certainement des partenaires comme la presse quotidienne, comme les organisations du tourisme que sont les offices ou les comités départementaux et régionaux vont peut-être avoir un rôle à jouer. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que pour moi, c'est sûrement un rôle à jouer, mais certainement pas dans la manière dont il l'exécute aujourd'hui. On va devoir passer cette fois-ci d'une vraie task force commerciale de la part des offices et des comités du tourisme pour vous appuyer, pour vous booster au niveau de la visibilité, et moins dans les sites un petit peu comme ça, évanescents, avec des renseignements dans tous les sens. Là, il va falloir aller à l'essentiel. Et sur le national, on dit ne perdez pas d'énergie. Quand on dit ne perdez pas d'énergie, Jérôme le précisera, c'est ne perdez pas de temps et d'argent à aller investir sur des mots-clés ou sur des campagnes au niveau national, parce qu'il va y avoir un vrai défoulement de communication digitale et marketing de la part des territoires ou de certaines chaînes, et ça va devenir largement inaudible au moment de la reprise. Donc là, l'essentiel, c'est vraiment de se concentrer sur le local et l'hyperlocal. Les clients, ils vont avoir un grand besoin d'espace, c'est leur premier besoin. Le confinement aura fait son travail. Tout le monde aura besoin de sortir, mais tout le monde ne va pas sortir du jour au lendemain. Mais l'espace, clairement, va devenir la denrée rare, et par chance, on en a beaucoup en France et en Europe, que vont chercher les gens. Ils vont éviter les regroupements de foule, il ne faut pas oublier, parce que l'actualité, sans être Madame Soleil, dès que la crise sera terminée, ça sera, mais est-ce qu'il peut y avoir est-ce que l'immunité à 70 est atteinte? Est-ce que la population ne va pas rechuter? Est-ce que, voilà, etc., etc. Donc, les gens ne vont pas se précipiter dans les files de musées, sur les grandes places. Alors évidemment, les jeunes se sentant immunisés, eux, ne vont pas se gêner pour aller dans les villes, mais toutes les zones de grands espaces vont être reprises par les familles, par les couples, par les personnes matures, donc notre cœur de clientèle aux uns et aux autres. Donc il n'y a pas que la forêt, il y a aussi la mer, il y a l'océan. Donc l'espace va devenir l'axe sur lequel il faut se positionner, même si vous n'êtes pas à proximité immédiate des grands espaces. Il va falloir expliquer dans vos sites internet, dans vos propositions, qu'à quelques minutes de voiture, voire peut-être avec des navettes que vous pouvez organiser pour vos clients, vous pouvez conduire les gens dans des lieux où ils vont pouvoir se gaver d'espace naturel, parce que ça va devenir quand même un sujet important. Donc, ce qui est important, c'est d'insister sur le autour de chez vous. Nous, on le dit depuis des mois et des mois, les premiers ambassadeurs des territoires, c'est vous, les professionnels de l'industrie du tourisme et des loisirs. Et quand vous ne parlez que de vous, vous ne parlez que de votre établissement. Quand vous parlez de ce qu'il y a autour de vous, votre établissement devient une destination à part entière. Et ça, c'est important d'expliquer à vos clients que pourquoi ils choisiraient d'aller chez vous plutôt qu'ailleurs, parce que vous êtes un épicentre d'une micro-destination dans laquelle, sans faire trop de déplacements, vos clients vont pouvoir vivre une expérience, un condensé d'expériences entre espaces naturels, entre lieux authentiques où ils vont pouvoir manger une alimentation saine, faire un peu de sport et dormir comme il faut. Ils vont pouvoir, autour de chez vous, avoir un condensé extrêmement riche de choses à faire ou d'expériences à vivre. Et quand on parle de richesse, ce n'est pas forcément la richesse patrimoniale, c'est la richesse de l'expérience de vie, du moment de se retrouver, puisque les gens comme vous et moi, on va avoir besoin de se retrouver en tribu, de se retrouver en famille, et pas forcément à courir d'un lieu de visite à l'autre pour cumuler les visites sur un délai très court de 3 ou 4 jours. On va avoir besoin de se poser autour de grandes tables, sur des grands jardins, sur des plages. Et donc, il y aura aussi besoin de pouvoir, comme ça, tourner sur des lieux avec des distances assez courtes. On aura été habitué à ne pas dépasser 1 kilomètre, donc peut-être que ça risque de nous marquer pour les semaines à venir. Il faut aussi éviter l'overtourisme. Plus vous allez expliquer que vous n'êtes pas forcément sur les lieux de grand passage, ce qui était peut-être pas forcément l'argument que vous mettiez en avant auparavant, ben aujourd'hui, il va falloir le mettre en avant. Il va falloir expliquer que vous, ce n'est pas Barcelone, ce n'est pas le centre-ville de Barcelone, ce n'est pas les rues commerçantes de Paris. Vous êtes dans des endroits, pour ceux qui sont dans des endroits ruraux, vous êtes dans des endroits où on ne va pas fréquenter tous les jours des hordes de touristes. Alors, par chance, il n'y en aura pas, ou par malchance, mais c'est important d'insister là-dessus. Il faut positiver cette situation dans vos communications. Donc,
appuyez-vous aussi sur les gens qui sont autour de chez vous, qui proposent de l'activité, qui proposent du repas à la ferme, ce genre de choses, pour pouvoir forger cette mini-destination. Et pour cela, je pense qu'il est important d'insister sur le matériel, les bases de données, les vidéos, les photos que vos offices de tourisme, que vos comités de tourisme, régionaux ou départementaux, ont accumulés pour valoriser vos espaces naturels, valoriser vos spots touristiques autour de chez vous. Ce matériel, il existe. C'est un matériel que vous avez financé par vos taxes de séjour, par vos impôts, qui souvent, des fois, dort dans des médiathèques, rarement un petit peu diffusé sur les sites des offices. Je sais qu'il y a quelques-uns de nos partenaires DMO qui assistent là. Mon propos va les faire sursauter en disant, mais attends, il est gonflé de leur dire qu'il faut aller piquer le matériel des DMO dans le coffre-fort. Ben oui, c'est le moment, quoi. C'est le moment de mettre à disposition ces matériels des professionnels du tourisme pour qu'ils hébergent chez eux des vidéos, des photos, pour mettre en avant les plus belles choses qu'il y a autour de chez eux. Jérôme, si tu veux. Oh, j'aime bien ta petite allusion au placard de certaines brochures ou photos vidéos. C'est vrai qu'elles sont parfois peu ou mal utilisées. Donc, c'est clair que c'est le moment maintenant de se les approprier pour bien valoriser la destination. Ouais. Alors, évidemment, vous avez l'impression qu'on vous parle que de zones rurales. On va parler des zones urbaines, hein. Les zones urbaines, elles ne vont pas devenir des zones, des zones de Zombieland, elles ne vont pas devenir désertées. Les zones urbaines, elles vont avoir simplement à traiter un afflux de clientèle un peu différent. Ce sera un afflux de clientèle un peu plus couple, un peu plus jeune. Donc, cet afflux de clientèle-là, il va aussi veiller à des problématiques de sécurité sanitaire, à des problématiques de lutte contre l'overtourisme. Mais ça ne veut pas dire que dans les zones urbaines, il n'y aura plus de tourisme. Au contraire, il va y en avoir, mais ça sera un tourisme totalement différent. On va être assez éloigné de ce que l'on vit à Amsterdam, par exemple. Donc, le grand besoin de se retrouver, ça, c'est important. C'est une évidence aussi, parce que le confinement aidant, les familles vont avoir besoin de se retrouver. Et ce besoin de se retrouver, il doit se traduire par des offres marketing commerciales très importantes chez vous, donc sur des offres de famille, des offres tribus, et pour ceux qui ont des maisons d'hôtes ou des regroupements de gîtes, voire des hôtels, par des offres de privatisation. Ça, c'est important aussi de pouvoir dire, écoute, on va dans un endroit à part, on se déconnecte de nos maisons, il y en a marre de voir nos maisons et nos appartements, et donc on va aller dans des lieux où il y a des professionnels qui ont réfléchi à nous faire des propositions pour nos familles, pour nos tribus, quitte à aller jusqu'à cette privatisation. Jérôme? Non, je joche avec la tête parce que je crois qu'on a parlé tous les deux hier soir, Bruno, en préparant l'intervention, c'est que il va y avoir finalement deux types de clientèle. Je pense que la clientèle qui va être, je vais dire, très, très, très flippée, anxieuse par rapport à des notions de relations humaines, qui pourraient se diriger davantage vers la location touristique que vers les chambres d'hôtes ou les hôtels où il y a du passage, où il y a de la proximité avec la clientèle, où il y a la proximité avec les employés ou le personnel de tel ou tel établissement. Donc c'est vrai que ceux-là, il va falloir être capable de leur proposer quelque chose en mode vous êtes en privatisation, ou il n'y a pas d'autres clients que vous, hein, tout en assurant une propreté des lieux, hein, évidemment irréprochable. Et de l'autre côté, je pense qu'on a vraiment besoin de se retrouver entre nous. Après, là aussi, hein, c'est sûr que les chambres d'eau de papier ami, comme j'aime bien les appeler, il va falloir qu'elles soient encore plus irréprochables sur la propreté qu'elle a pu être par le passé, hein, avec certains protocoles, on en reparlera je pense après, qui soient irréprochables, avec une table d'hôte là aussi de qualité, en faisant attention à bien gérer l'hygiène de ces différentes propositions commerciales-là. Donc je pense qu'il y aura à la fois la clientèle qui pourra malheureusement continuer en confinement, mais à l'extérieur de chez eux, finalement, dans une autre destination en mode location touristique. Et puis la clientèle qui aura besoin plus que jamais, hein, de se retrouver non seulement en famille, mais surtout voir d'autres personnes, quoi, hein, voir les autochtones de telle ou telle commune, de tel ou tel territoire, et là favoriser les échanges réellement. Donc là on pense en effet aux chambres d'hôtes, au camping, aux activités de loisirs, faire de l'événementiel, voilà, et pouvoir vraiment partager les moments de vie avec les locaux. Il y aura un peu ces deux dimensions-là, quoi, sur lesquelles vous pourriez miser selon vos différentes structures. Alors, sur la privatisation, on en parlera demain sur le webinaire. J'animerai avec un autre membre du staff de Eloi sur les armes qu'il faut utiliser très concrètement. C'est vrai qu'on est capable aujourd'hui, les uns et les autres, de proposer simultanément des offres en temps réel pour des couples et en même temps d'avoir la possibilité de pouvoir offrir des solutions de privatisation. Ça, c'est important. Et ces solutions-là, les familles et les copains vont être prêts à payer un peu plus cher pour se retrouver entre eux,
dans un endroit où on va les chouchouter, on va s'occuper de la bonne cuisine, on va leur proposer des belles cartes de vin. Voilà. Je pense que les premières retrouvailles, les gens vont mettre du prix à avoir des retrouvailles fantastiques. Et ça, il ne faut pas que vous soyez dans la banalité de votre offre touristique. Il va falloir y mettre les bouchées doubles ou triples et en mettre plein la vue. Hein. Kevin, donne-moi des étoiles, c'est ça dans les yeux, mais c'est important de se dire, à ce moment-là, il va y avoir ce besoin, et ce besoin, on doit le satisfaire avec une offre au cordeau, hyper carrée, qui annonce bien la couleur, et qui coûtera ce qu'elle coûtera, parce qu'il y aura des grands-parents qui vont passer en serrant les fesses cette terrible période et qui vont dire, écoutez, moi je vous invite, il va y avoir du relâchement sur le plan budgétaire par rapport à ça, mais parce que ça va devenir essentiel. Et vous savez, en économie, dans tous les domaines et pas que le tourisme, c'est l'offre qui crée la demande. Donc si vous attendez que les gens vous demandent de privatiser ou de faire des offres tribut, vous passerez après tout le monde. Si vous créez ces offres, vous anticipez sur ces offres, vous jouez à fond la carte marketing de ces offres, alors vous allez susciter une vraie demande. Et là, on dépasse le cadre des mariages ou des réunions entre amis. Là, vous allez dépasser la demande. Il faut vraiment parler de ces offres-là de retrouvailles après la crise et avec des conditions, notamment d'accueil sanitaire, extrêmement précises. On va voir comment. Il faut que ça soit… Alors, bien sûr, le rural va l'emporter assez vite par rapport à l'urbain, même si l'urbain, on en parlera tout à l'heure, n'a absolument aucun handicap par rapport à ça, mais le rural doit être connecté. Alors, quand on parle connecté, c'est de montrer déjà sur vos sites Internet, à travers les cartos que vous mettez sur vos sites Internet, à travers les points de contact, il va falloir ajouter les spots de santé. C'est important aujourd'hui. Je pense que les gens vont partir, ils veulent savoir. On se moquait à l'époque de certaines maisons d'hôtes ou d'hôtels qui précisaient la proximité avec les centres de dialyse, par exemple, qui, par exemple, sur les notions de tourisme handicap étaient assez évanescentes, quoi. Ces notions de santé vont devenir majeures. Et pour longtemps maintenant, je pense que tout le monde a compris aujourd'hui que sur ces points-là, on a besoin de savoir si un hôpital est à proximité, on a besoin de savoir s'il y a un centre de dialyse à proximité, on peut savoir s'il y a un centre d'urgence, un centre de soins, un centre antipoison, etc. etc. Bon, ça ne va pas enlever du glamour à votre établissement. Ça va montrer que vous êtes conscient, déjà pour vous-même et puis pour vos clients, de tous les facteurs de réassurance qui aujourd'hui deviennent number one dans l'esprit des gens. Ça, c'est fondamental. Expliquer que vous êtes peut-être en zone rurale, peut-être dans un endroit avec de grands espaces, donc un peu loin du reste, mais que à quelques minutes de voiture, vous trouvez des premiers centres de soins ou des premiers centres de secours, ça c'est important. Il faudra vraiment le préciser. La livraison des repas avec les partenaires locaux, c'est important aussi, notamment on parlait des hôtels ou des maisons d'hôtes. La clientèle, bien sûr qu'il va falloir revoir peut-être avec le gouvernement l'assouplissement des règles sur les tables d'hôtes. Peut-être que pendant un moment encore, notamment pour les maisons d'hôtes, voire dans les salles de petit déjeuner des hôtels, les gens n'auront pas envie de se retrouver les uns à côté des autres. On a vu que les hôtels avaient mis en place des procédures très lourdes sur le room service. Ces procédures, elles vont rentrer dans le quotidien de vos activités aux uns et aux autres. Et il faut en faire une force commerciale. Il faut expliquer que quand on vient chez vous, on peut faire de la table d'hôte si vous êtes une maison d'hôte, mais on peut aussi avoir des paniers repas, on peut aussi se faire livrer les repas sur place. Et donc, ce type de service à forte valeur ajoutée, vous pouvez aussi le constituer avec des partenaires locaux pour expliquer que on a tel restaurateur qui est un de nos amis, qui fait des super plats, qui est capable de livrer chez nous. Certes, il y a un petit supplément à payer, il y a peut-être une marge à payer. Mais le client, c'est ce genre de choses, ce genre de service auquel vous allez penser préalablement, que vous allez annoncer préalablement, qui va convaincre le client que vous êtes un pro qui a vraiment passé le jour d'après la crise. Et cette notion de réassurance, on a mis en place des services plus. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez avoir une gamme hyper large, mais des services plus qui font que vous rassurez les gens, vous sécurisez les gens, vous leur donnez des alternatives et surtout, vous leur donnez une raison de venir chez vous quasiment les yeux fermés. Et ça, c'est vraiment important aussi d'insister sur la sécurité de votre spot à vous, c'est-à-dire les protocoles que vous avez mis en place pour sécuriser l'arrivée de vos clients et le suivi de vos clients. C'est pour ça qu'on disait aussi dans notre blog cette semaine, la constatation qu'on a fait sur les précédentes crises touristiques et celle qui sera évidemment faite après celle-là, c'est que les gens vont privilégier les spots professionnels.
les maisons d'hôtes, les hôtels, les campings, les gîtes avec une vraie ancienneté, avec un vrai service, parce que aujourd'hui, vous allez devoir prendre des mesures sur la literie, sur le côté sanitaire des choses. Il va falloir en faire des kilotonnes pour expliquer que vous avez mis en place des protocoles, que ces protocoles sont extrêmement précis et qu'en tant que professionnel, vous garantissez la bonne application et la bonne finalité de ces protocoles. C'est beaucoup moins évident à garantir dans une location de vacances entre particuliers. Et il est évident, notamment pour les campings, qui a été concurrencé ces dernières années, notamment sur le front de mer, par des locations saisonnières chez le particulier, avec le fleurissement de ces offres sur des sites comme Le Bon Coin ou ailleurs, il est évident que le rapport qualité-prix du camping, notamment pour cette clientèle, va redevenir intéressant parce que le camping, c'est un site géré par des professionnels avec des protocoles, avec des réglementations qui sont elles-mêmes, dont l'application est contrôlée par les services de l'État, ce qui est beaucoup moins évident sur ce qu'on appelle l'hébergement alternatif. Donc, vous qui êtes dans une logique professionnelle ou semi-professionnelle, vous devez insister sur ces points-là. Jérôme, je te laisse compléter. Non, mais écoute, j'ai justement te poser une question par rapport à ça. Concrètement, tu nous conseilles sur notre site internet, par exemple, dans notre page hébergement, où on va valoriser notre chambre ou nos bungalows, nos yurts, imaginons qu'on a un camping un petit peu insolite. Au-delà de mettre, par exemple, la superficie de la chambre, la vue de la chambre, est-ce qu'on a un king size, un queen size, tu nous conseilles là, typiquement, en gros, de parler de la fréquence de nettoyage, des produits qu'on utilise en termes de nettoyage, est-ce qu'ils Alors, sont bio, c'est ça ouais, l'idée? c'est pas au lieu, hein, c'est en complément, c'est de dire avec une petite phrase en disant bah, venez dans cette chambre les yeux fermés, et c'est d'expliquer dans la description de la chambre, voire de Ok, l'établissement, dans la chambre, le protocole que vous avez mis en place. Alors, il ne faut pas rentrer dans un protocole ultra détaillé, mais par exemple, ça fait quand même la différence quand le linge il est pris en charge par une blanchisserie industrielle ou pas, ou si vous avez des protocoles de nettoyage particuliers, si vous changez tous les produits d'accueil, évidemment, ou si ce sont des collecteurs qui sont partagés d'un utilisateur à l'autre, ok. à quel rythme le ménage est fait. Et ça, c'est très important. Vous allez voir que ça va devenir une notion extrêmement recherchée. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur les critères de classement de Booking. La note a été différenciée et le point qui est le plus important, c'est le point sur la propreté. Donc la notion de propreté et donc maintenant quasiment de sécurité sanitaire, alors sans tomber dans un jargon hospitalier ni trop clinicien, mais cette notion-là, elle est importante. Souvenez-vous, à l'époque de la vache folle, on mangeait du steak, on ne se posait pas la question en rentrant dans un restaurant, quelle était l'origine de la viande bovine. Aujourd'hui, c'est devenu un point commun, ça ne fait pas peur aux gens, mais on voit dans les restaurants, origine de la viande, France, Australie, que sais-je. Donc, on voit bien que quand il s'agit d'un pays, notamment la France, où il n'y a pas de risque, on y va un peu les yeux fermés. C'est devenu quelque chose de banal, de courant, et ça va devenir la règle, y compris dans l'hébergement et dans la gestion des activités, notamment les activités loisirs, sur l'utilisation, la réutilisation de certains matériels, le nettoyage des matériels. Ces points-là sont forcément importants. En tout cas, ce sont des éléments de différenciation de votre établissement par rapport à vos compétiteurs. Ceux qui pensent que demain, ce sera quasiment rapidement oublié, qu'on va revenir à la normale et que la consommation d'hébergement touristique ou d'activités touristiques se fera le choix sur des critères qui étaient les mêmes critères d'il y a encore quelques semaines, vont dans le mur directement. Ils vont dans le mur complètement. Même Disneyland, aujourd'hui, est en train d'afficher des protocoles. Ils sont fermés, mais ils sont en train de préparer, ils ont des protocoles, mais ils vont afficher des protocoles à leurs clients pour rassurer les clients sur attention, on est un lieu très fréquenté, il y a des listes, il y a des files d'attente, à la reprise, voilà comment ça va se passer. Donc, vous voyez, ces informations-là, elles sont prises très au sérieux par les plus grands industriels du secteur et vous devez, vous les appliquer à votre propre niveau. C'est essentiel. Ah, c'est hyper intéressant. Parce que je pense qu'on était tous dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est bon, ma chambre, de toute façon, elle est propre. J'ai 9,5 sur 10 en propreté, j'ai 5 sur 5 en propreté, mais on n'osait pas le valoriser. Et je pense que, comme tu l'as bien dit, ça va devenir, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais en tous les cas, un élément de différenciation et de valorisation qu'on pourra nous utiliser en tant que bon professionnel sur ces critères-là pour attirer justement une clientèle qui va être de plus en plus à cheval sur ces critères. Et là, on fera la différence, comme tu disais, par rapport à des locations touristiques un peu moins professionnelles, certainement plus aléatoires, qui sont moins bien gérées et qui assurent une propreté, pour l'avoir vécu, qui est parfois plus que discutable. Donc voilà, il faudra revoir un peu nos communications, nos sites, nos réseaux sociaux pour aussi travailler dans ce sens-là. Donc ça, c'est
c'est très important de le jouer comme ça. Sur le direct, la réservation directe aujourd'hui, celles et ceux qui regardent ce qui se passe sur le web voient bien qu'il y a des contentieux qui fleurissent matin, midi et soir sur les réservations via les agences de voyage, via les OTA. Les compagnies aériennes, depuis hier, ne remboursent plus les billets d'avion, notamment aux agences de voyage, qui elles-mêmes ne peuvent pas rembourser leurs clients et donc proposent des vouchers, proposent des reports. Qui plus est, pour ceux qui ne le savent pas, les compagnies aériennes sont les seules entités qui n'ont pas d'obligation de maintien de garantie financière. Donc à partir de là, beaucoup de gens sont mécontents, mais ça ne porte pas que sur les transports, ça porte aussi sur l'hôtellerie, puisque les prix négociés par certaines banques de lits, ce qu'on appelle les bed banks, et que beaucoup d'OTA utilisent comme Expedia, sont des prix avec des conditions d'annulation très strictes qui sont négociées longtemps à l'avance. Et donc aujourd'hui, certains hôteliers auprès desquels Expedia ou certains OTA se retournent en disant écoutez, on a une demande d'annulation ou de report, assez facilement, je vous le jure, en disant écoutez, vous m'avez pris 35% ou 40% de commission, je ne vais pas en plus perdre les 60%, donc je refuse l'annulation et le remboursement. Donc le client, le consommateur, aujourd'hui, se rend bien compte que les intermédiaires, c'est bien gentil, ça permet de réserver facilement, mais quand on est dans une situation très compliquée comme celle que l'on rencontre aujourd'hui, ben on n'a quasiment pas de moyens de discussion. Pour prendre notre exemple cette semaine, à l'échelle mondiale, Expedia a maintenant a doublé son équipe de service client et donc répond 24 heures sur 24 aux demandes, mais ils ont décrété qu'ils ne prenaient plus d'appels, hormis ceux qui s'étaient mis en liste d'attente, parce que la demande est phénoménale et qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc le consommateur se rend compte que ça aurait été plus facile pour lui d'obtenir une annulation de son billet ou un remboursement peut-être avec la compagnie aérienne à l'époque s'il avait réservé en direct, parce qu'aujourd'hui, si vous réservez un billet d'avion via un OTA et que vous appelez la compagnie aérienne pour vous faire rembourser, la compagnie aérienne vous renvoie vers l'OTA en disant bah, voyez avec eux parce que ce n'est pas nous qui avons vendu, donc c'est eux qui appliquent leurs règles, puis chacun se renvoie la balle et c'est terminé. Pour les hôtels, c'est un peu pareil. Quand vous discutez directement avec l'hôtelier ou la maison d'hôte, il peut y avoir une discussion et la discussion en tout cas est beaucoup plus ouverte. Donc les consommateurs se rendent compte aujourd'hui que la réservation en direct redevient quelque chose d'essentiel et ça va être dit, vous allez voir, le bruit va monter encore pour quelques semaines là-dessus en disant bah, écoutez, si vous devez réserver, assurez-vous de réserver directement avec l'hôtelier, la maison d'hôte ou le camping, parce que si jamais il y a une reprise de l'épidémie ou un truc de ce type-là, on sera bien content de pouvoir annuler facilement. Jérôme, je ne te vois plus, mais est-ce que c'est normal? Tu me vois plus? Ouais, je ne vois plus. Ah voilà, Bah, écoute, voilà, je pardon. suis, je suis toujours là. Je ne suis pas parti reprendre un café. Donc sur le direct, pas de complément de ta part? Non, mais écoute, je partage ta vision optimiste. J'espère que ça sera ça. De là à ce que les OTA retombent complètement les chiffres et qu'il y ait une méfiance, défiance par rapport à eux. Il y a encore quelques étapes à franchir. Néanmoins, je pense qu'en effet que voilà, au-delà d'avoir une tarification différenciée, donc avoir un tarif moins cher sur votre site que sur les plateformes, avoir un message de réassurance sur des facilités de dialogue, de flexibilité justement d'annulation, de politique de réservation. Voilà, je pense que ouais, ça devrait s'accentuer. Moi, je le vois avec un billet d'Air France là, que j'avais pris pour justement partir dans une destination française auprès d'un office de tourisme. Bah là, il me rembourse pas, quoi. Donc, je l'ai je l'ai dans le baba, tandis que l'hôtelier auprès de qui j'ai annulé gentiment a pu me rembourser intégralement ma chambre, quoi. Donc bon, voilà, c'est vrai qu'il y a parfois différents traitements comme ça selon les plateformes et selon si on passe en direct avec une compagnie aérienne en l'occurrence et un hébergement, le traitement sera pas forcément le même. Alors justement, cette semaine, on travaillera avec celles et ceux qui participeront à nos webinaires suivants. On travaillera sur la manière de traduire ces positionnements de vos entreprises sur ces axes-là. Évidemment, dire que dans une forme à inventer, vous allez être souple sur la manière de réserver, la manière d'annuler, ça ne vaut pas pour toute la durée de votre vie de l'entreprise. Il y aura forcément des phases. Il y a la phase de la sortie de crise qui est peut-être envisagée pour le mois de mai-juin et jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, il y a des choses qui vont revenir à la normale. Mais pendant cette phase-là, il faut montrer que vous êtes vraiment dans la préoccupation de vos clients, réassurance, flexibilité, privatisation éventuelle. Donc ça fait partie des choses qu'il va falloir traduire en termes marketing, en termes d'offres au niveau de vos offres et de vos sites Internet. Alors, comment faire évoluer justement votre communication pendant et après la crise, puisqu'il y a
pendant la crise, on va dire, les internautes continuent de regarder vos sites, hein, même si les trafics baissent, on est d'accord, mais progressivement, il va y avoir un retour à la normale. J'en profite pour signaler que nous sommes 215 à l'heure actuelle, hein, sur la plateforme, donc merci de votre participation. Et donc, sur ce sujet-là, Jérôme, je te laisse intervenir, mais la clé, c'est la transparence. Première clé de votre communication, c'est la transparence. Tiens, Bruno, j'ai mis un petit message sur le flow là, de conversation, hein. J'espère que les enfants, vous les gérez toutes et tous bien parce qu'on risque d'être un peu à la bourre. Ah bah tiens, Valérie nous dit qu'il travaille aussi, donc impeccable. Oui, Alors, en avec la effet, institutrice. ah bah tiens, en plus ça dort du côté chez Delphine, excellent. Alors, oui, donc bon, c'est un petit peu à mon tour. Je te ferai signe du coup, Alors, je te Bruno, pour passe, que oui, bien sûr. Je te passe. tu passes. Ouais, tiens, bah tiens, tu peux passer tout de suite. La première phase, c'est en effet celle d'informer. Donc, c'est la phase que vous avez déjà dû normalement gérer depuis l'annonce du gouvernement il y a quelques jours maintenant, à savoir informer votre clientèle de votre situation. Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous êtes fermé, hein? Certains ont une obligation de fermer, d'autres pas, en l'occurrence, selon ce que vous êtes activité de loisir. Forcément, les réunions, vous ne pouvez normalement pas poursuivre votre activité. Si vous êtes un hébergement, majoritairement des cas, vous pouvez tout à fait continuer à ouvrir. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Chacun prendra sa propre décision et l'a d'ores et déjà prise. Mais important de communiquer sur votre situation. Donc, par rapport à ça, j'ai en effet… tiens, attends. C'est bon pour toi, Jérôme? Tac. Attends. Ouais. Oula, ouais. Faut pas que j'aille trop vite du coup quand j'appuie sur la souris. Donc, voilà. On prend quelques instants pour regarder cette diapo. Il y a 3 niveaux de communication. Est-ce que vous actionnez un des 3, 2 des 3 ou les 3, hein, les 3 étant dans la meilleure manière de communication avec vos clients qui ont réservé chez vous pendant la période du confinement ou après la période de confinement, hein, ou ceux qui espèrent, on espère qu'ils réserveront chez vous dans les prochaines semaines. Donc, à la fois traiter votre site internet, vos réseaux sociaux, le site étant bah, certainement ayant moins de trafic, hein, depuis quelques semaines. Néanmoins, c'est important d'avoir aussi un message clair sur votre site internet sur comment vous gérez le confinement, comment vous traitez vos réservations, etc. Réseaux sociaux, il y a un peu plus de flexibilité, un peu plus de réactivité. On peut en mettre de manière un peu plus régulière. La newsletter, ça serait de reprendre votre fichier de façon sélective, hein, votre fichier de client pendant la période de confinement, le fichier client après la période de confinement, pour leur parler des conditions justement de réservation, d'annulation. Est-ce que vous faites un avoir? Est-ce que vous remboursez? Bon, on parle maintenant d'un cas de force majeure, donc vous devriez normalement obligatoirement rembourser. Évidemment, faites aussi la part belle à la discussion, à la négociation, hein, pour qu'il y ait une co-responsabilité de tout ça. Et vous j'ose dire, ne détruisiez pas non plus toute votre trésorerie que vous aviez déjà peut-être un peu partiellement, voire totalement bouffé pendant la période d'hiver. Voilà, donc là aussi, il y a une co-responsabilité un petit peu par rapport à tout ça, et traiter vos clients avec les newsletters selon si, encore une fois, ils ont réservé pendant la période de confinement, après la période de confinement. Quand j'entends les propriétaires qui me contactent, ouais, Jérôme, j'ai déjà des clients qui annulent pour le mois de juillet. Bon, voilà, là, il faut leur rappeler vos conditions générales de réservation d'annulation, hein. Le mois de juillet, on va quand même espérer qu'on soit plus justement dans le confinement, quoi, hein. Et là, qui sautent déjà du navire en mode détresse parce qu'ils annulent en juillet, non. Hein, rassurez-les, hein, et on verra en mois de mai, on verra en mois de juin ce qui se passe, mais pour l'instant, il n'y a pas lieu d'annuler des réservations aussi tardives que ça. Donc voilà, donc là, bon, je vous ai mis différents réseaux, différents outils de newsletter, mais rassurez-les sur ces 3 niveaux. Après, je vous ai fait un petit échantillon représentatif de différentes communications d'hébergeurs qui ont su justement prendre le taureau par les cornes au niveau justement de leur stratégie marketing. Bruno, j'essaie d'appuyer sur le bouton. Tiens, ouais, parfait. C'est bon, c'est passé, oui. Ouais, ça passe, mais je pense que c'est à toi de gérer, hein. Moi, je pense pas que j'ai la main sur les diapos. Donc, à chaque fois, je te ferai un petit signe Non, du doigt. je vois qu'on est sur une newsletter, le Clos des Moulins, donc je pense que Voilà. c'est activé. Donc, ça, c'est toi qui appuies ou c'est moi qui appuie? Non, c'est toi, c'est toi. Ok. Pardon pour ces réglages techniques. Rappuie à l'envers pour voir si ça revient Attends, sur ouais. ta. Ouais. Non, c'est bon, c'est Ouais, toi. alors, ouais, c'est juste que j'ai un temps de latence, mais ça va, Ouais. ça fonctionne. Alors, bon, là, je vous ai pris 2 extraits d'une lettre d'information que nous a envoyé un de nos propriétaires avec qui on avait travaillé ces derniers mois. Le Clos des Moulins, là, à Poitiers, pour ne pas le nommer. Voilà, une petite newsletter comme ça, hein. Je crois qu'il a utilisé l'outil Send Blue. Dans la slide précédente que vous aurez tranquillement dans les prochains jours, il y a différents mots, hein, différents outils pour envoyer des newsletters. Évitez le copier-coller
Excel depuis Gmail ou Outlook. Hein. Si vous voulez vous faire flinguer votre boîte mail, spammer, c'est le meilleur moyen. Utilisez plutôt un outil extérieur. Hein. C'est ce que je vous conseille et ce que Bruno vous conseille également sans aucun doute. Donc là, il a juste une communication très simple qui, dans son postulat, lui, il a décidé de fermer jusqu'à fin avril. Voilà, c'est son choix et qu'on le respecte. Hein, et justifié par rapport à une solidarité des consignes appliquées auprès du gouvernement. Un petit message positif de conclusion, on espère vous retrouver dès que possible. Et en plus, c'est un petit message marketing aussi, de dire bah, tiens, en plus, on a 2 nouvelles chambres qu'on vous proposera. Donc, c'est un côté très transparent, très dans la confiance, dans la réassurance, et en même temps un petit peu optimiste et un petit peu marketing, un petit peu vendeur par rapport à ces nouvelles chambres qui sont créées. Autre communication, All Suite, là, donc c'est une résidence de tourisme dans laquelle j'ai pu d'ailleurs séjourner juste avant le confinement dans mes derniers séjours à Dunkerque. C'est une newsletter qui m'a envoyé. Donc, madame, monsieur, dans le contexte exceptionnel que nous traversons, notre priorité, à ce titre, là, ils nous envoient finalement, on verra après, ils nous envoient vers leur site internet pour avoir toutes les conditions d'annulation. Ils sont restés ouverts, eux, à la différence du Clos des Moulins, ils sont restés ouverts pendant la période actuelle. Mais évidemment, comme disait Bruno tout à l'heure, bah, voilà, il y a tout un protocole de nettoyage, un protocole de room service. Le buffet de petit-déj, évidemment, il est clôturé, hein, il n'existe plus, la restauration n'existe plus, mais ils ont adapté tout ça. Donc, ils sont dans cette communication-là. Donc, je sais que ce n'est pas forcément évident pour vous d'avoir un fichier client selon justement Eloa ou pas, ou différents outils. Excel, pourquoi pas, hein, ou votre même de petit crayon papier, notez-les dans un bout de papier et puis mettez-les après sur Excel. Mais c'est vrai que la newsletter reste un canal très, très intéressant avec un taux d'ouverture qui va être important pour vous. Hein. Je pense qu'il y aura plus de 50, 60%, voire 80% de vos clients qui ouvriraient cette newsletter. Donc, c'est vraiment un moyen aussi que vous êtes certain de tous les toucher. Après, vous avez toujours le moyen téléphonique. Hein. Les appeler un par un, ça peut être un peu plus fastidieux, un peu plus compliqué. Ensuite, après la newsletter, il y a en effet le site internet. Bon, et là, c'est sûr qu'on n'est pas toutes et tous sur la même enseigne. Est-ce qu'on a notre site sous Wix? Est-ce qu'on a fait notre site avec Eloa? Est-ce qu'on a notre site sur Jimdo? Est-ce qu'on a fait notre site avec une agence type WordPress, Drupal ou autre? Là, c'est un exemple d'un de nos propriétaires qu'on accompagne hein, dans le Tarn. Donc, je salue le propriétaire des Jardins de Mazamet s'il nous écoute. On a fait un petit pop-in là sur sa page d'accueil. Vous le voyez à gauche là. Pendant cette crise sanitaire, le jardin reste ouvert. Donc c'est encore une fois, légalement il peut. Hein, donc il a fait ce choix-là parce qu'il y a une clientèle professionnelle locale importante. Donc il reste ouvert aux professionnels qui ont besoin de séjourner dans notre secteur avec un room service pour vos dîners et petits déjeuners. Prenez soin de vous. Donc là aussi, on n'a pas abordé le sujet volontairement avec Bruno tout à l'heure, parce qu'on n'est pas juriste, fiscaliste, et on n'est pas non plus là à faire des formations sur l'hygiène alimentaire. Normalement, la table d'hôte, c'est obligatoirement, je pense que vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment la table principale avec le repas unique servi à la table du propriétaire. Donc là, bon, cette période-là de confinement, je pense qu'il y a évidemment une tolérance hein, pour que vous puissiez toujours maintenir une table d'hôte, mais sous un format alternatif, en l'occurrence respectueux des normes d'hygiène, plutôt en mode room service. Hein, donc, c'est ce qu'ils proposent là au niveau des jardins de Mazamet, sinon ils ne pourraient pas le faire. Et comme ces clients ne pourraient pas dîner dans des restaurants à proximité, forcément, voilà, ils s'adaptent. Et légalement, évidemment, ça passera pendant ces périodes-là. Après, on verra ce qui se passe dans les prochains mois, comme le disait Bruno il y a quelques instants. Et puis le petit message, Oui. prenez soin de vous, un petit clin d'œil sympa aussi. Oui, je reviens sur ce sujet. Je pense qu'il va falloir quand même, notamment pour les maisons d'hôtes, il va falloir obtenir de l'État un assouplissement des règles sur les tables d'hôtes, au moins jusqu'à la fin de l'année, si ce n'est pas plus, pour que vous puissiez avoir une plus grande latitude de réassurance de vos clients. Hein, parce qu'il y a des gens, on aura beau leur dire que c'est terminé, si ça se termine net du jour au lendemain, ce qui n'arrivera pas, mais ils sont Ouais. totalement rassurés. Donc il faut vraiment que l'État vous donne les moyens d'assouplir ces règles-là. Après ça, qu'il y a le stage d'une journée, le stage de jour et demi, 3 jours. Bon, selon la licence que vous avez, vous pouvez ou pas le faire d'ores et déjà. Mais si vous faites que le permis table d'hôte une journée, hein, ce qui est le permis d'exploiter, le permis d'exploitation, légalement, en effet, normalement, vous ne pourriez pas faire du room service. Après, voilà, on espère aussi que là, les choses évolueront pour notre secteur d'activité, ce qui serait favorable et surtout qui répondra parfaitement aux attentes de la clientèle d'aujourd'hui et de demain. Autre exemple, je crois que j'ai pris un plus gros porteur, en l'occurrence une chaîne, hein, les Originals, où on voit une petite notification. Hein, vous avez là sur la gauche, information sur le Covid-19, en savoir plus. Un peu moins visible peut-être que mon précédent exemple, néanmoins voilà, assez
quand même assez présent dès la page d'accueil. J'ai pu tester encore ce matin. C'est vrai qu'on est peu à l'avoir mis en place. Je comprends. Ça a peut-être un coût supplémentaire avec vos web designers, avec une agence avec qui vous bossez. Aujourd'hui, vous devez avoir la main sur ce genre de choses. Et je pense que c'est aussi des choses que vous pouvez discuter, voire négocier avec votre agence. Dans un cadre aussi compliqué qu'on vit actuellement, il faut tous s'entraider, s'aider. Ça va lui prendre 2 minutes d'afficher un bout de code, d'afficher un bout de texte là, sur votre page d'accueil. Voilà, ce n'est pas des choses qui vont prendre 5 ou 6 heures de développement, comme si vous changiez plusieurs rubriques sur vos pages de votre site, quoi. Donc, important de le faire. C'est vrai que, bon, je répète, j'ai testé ce matin un paquet de sites internet d'hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ou camping, et c'est vrai que peu avaient ce genre de notification. Donc, bon, c'est un conseil facile qu'on peut vous donner, vous avez certainement en tête. Après, essayez de voir avec votre agence, essayez de voir avec votre Wix ou vos outils pour être dans cette transparence-là qui est attendue par rapport à votre clientèle. Il ne faut pas se faire comme si de rien n'était, quoi. Évidemment, on pouvait faire comme si de rien n'était il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Toujours sur Originals, quand on clique sur le lien, on arrive sur une page dédiée où là, il nous rappelle toutes les informations importantes par rapport au Covid-19, à la fois dans leurs conditions d'annulation, est-ce qu'ils font des avoirs, est-ce qu'ils remboursent, si oui, jusqu'à quelles conditions. Vous le voyez, il y a écrit là devant séjourner au plus tard le 30 avril. Donc là, même si le confinement, on va le voir aujourd'hui ou demain, il y a 99% de chances qu'il soit évidemment prolongé. Aujourd'hui, le confinement s'arrêterait le 31 mars, mais la plupart des acteurs, hôteliers ou activités de loisirs, on voit le Puy du Fou aussi qui a reculé, je crois, leur ouverture au 15 avril, je regardais ça encore hier. La plupart sont déjà dans une perspective d'annulation flexible ou de remboursement ou d'avoir jusqu'au 15, voire jusqu'au 30 avril, voire sur le mois de mai. Après, il faut aussi garder un peu le cap et pas non plus trop anticiper ces phénomènes-là parce qu'ils peuvent changer du jour au lendemain. Mais en tout cas, soyez réactifs et ayez, si possible, une page dédiée sur votre site pour justement traiter vos conditions d'annulation, de réservation. Est-ce que vous êtes ouvert, pas ouvert et quels sont, encore une fois, comme disait Bruno tout à l'heure, les protocoles de ménage que vous appliquez. Le buffet, aujourd'hui, évidemment, c'est fini. La table d'hôte, pourquoi pas, mais en effet, plutôt en mode room service que la table globale du propriétaire. C'est important d'être dans cette confiance là avec votre client. Bon, j'accélère un peu parce qu'après, les enfants vont brailler. Jérôme, on a quelques questions que Frédéric a collectées de la part de nos participants. Peut-être ça permettra de faire une petite respiration et de pouvoir répondre toi ou moi aux questions. Fred, si tu peux prendre la parole. Oui, donc quelques questions. D'abord, rapidement. Ça fait très SVP, avec l'accent d'Ariégeois, ça fait très SVP. Ouais, c'est pas l'accent de SVP Paris. Au niveau technique et du webinaire, Bruno nous demande s'il y aura le replay possible pour voir par la suite ou si le PDF. Ça sera payant, évidemment. Donc, non, bien sûr, il y aura le replay. Voilà, ça me permet de répondre à tout le monde d'un coup. Donc, ce qui pourrait être visuel. Alors, j'ai des questions par thème sur les conditions de RESA. Une suggestion de Mathieu Vado qui est parmi nous, donc de mettre de la flexibilité le plus possible dans les conditions de RESA pour l'avenir. Et surtout, quelqu'un qui me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas revenir finalement au post-paid pour rassurer le client, pour faciliter les réservations, c'est-à-dire n'encaisser qu'au moment de la venue? Alors, évidemment, moi, complètement d'accord sur le mot-clé que Mathieu a évoqué sur la flexibilité. Ça, c'est essentiel. C'est ce qu'on a évoqué déjà dans le blog et que nous reprenons tous. Évidemment, c'est fondamental. Cette flexibilité-là, elle est essentielle aussi sur vos offres. On en parlera demain sur le webinaire que j'animerai sur les armes concrètes qu'on peut déjà utiliser pour ce genre de choses. Mais par exemple, avec l'équipe des développeurs d'Eloa, on a lancé en urgence un développement qui permettra maintenant de dire cette offre-là, elle est en prepaid, cette offre, elle est en postpaid, cette offre-là est en postpaid à 10%, à 20%. Parce qu'effectivement, il y a un truc qui ne va pas changer, c'est qu'il y aura des règles d'agilité commerciale qui petit à petit vont revenir à la normale. Mais il est évident que si demain vous mettez des propositions de privatisation, vous ne pouvez pas faire des propositions de privatisation avec des conditions d'annulation ultra souples ou avec uniquement du post-paid. Donc, il va falloir pouvoir moduler les conditions de paiement plus que les conditions d'annulation, puisque les conditions d'annulation, j'ai envie de dire, pour quelques mois encore, il va falloir qu'elles soient ultra flexibles, puisqu'on n'a aucune visibilité sur la manière dont les choses vont évoluer. Et donc, le niveau de stress
ou le niveau d'inquiétude ou de défiance que les consommateurs, les voyageurs vont avoir vis-à-vis de la suite de cette crise, quoi. Donc ça, c'est évident. Mais sur les conditions de paiement en particulier, on le voit aujourd'hui avec les remboursements qui sont provoqués, avec tout un tas y compris de détresse financière pour les professionnels surtout. Sur les conditions de paiement, là, il va falloir quand même pas forcément lâcher le guidon et il faudra fixer des conditions de paiement en fonction des offres et en fonction de la nature des montants. Et de ce côté-là, ça sera essentiel d'avoir des outils hyper flexibles. Après, des questions sur les annulations, à un moment donné, quand tu en parlais, Jérôme, donc sur les clients étrangers qui annulent juillet-août, que faire? Voilà, donc possibilité par rapport à ça. Et bon, d'autres qui donnent comme réalité la perte de salaire, donc n'a pas la possibilité de venir sur l'été. Bah, écoute, c'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, autant des annulations dans le cas d'un confinement, ça s'entend, hein, ça se justifie, ça se tolère et on peut rembourser ou proposer un avoir de 12 mois, voire 18 mois, voire 2 ans. Autant honnêtement, aujourd'hui, annuler des séjours en juillet-août, je veux dire, c'est pas crédible, c'est pas logique. Et là, par rapport à justement un contexte de solidarité, qu'elle soit franco-française ou internationale, il n'y a pas lieu d'annuler aujourd'hui des séjours sur juillet-août. Et dans ce cas-là, il faut simplement impliquer vos conditions générales de réservation d'annulation. Est-ce qu'elles sont à 30 jours? Est-ce qu'elles sont à 15 jours? Etc. Logiquement, l'été, une période forte pour la plupart d'entre nous, vos conditions doivent être volontairement strictes. Donc, il y a un client qui annule aujourd'hui par rapport à un séjour en juillet-août. Est-ce que vous le remboursez? Est-ce que vous ne remboursez pas? À vous de voir. Mais bon, et normalement, non, il faudrait éviter ces scénarios-là, quoi. Il y a une alternative, mais qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas effective, je peux vous dire, parce que c'est un sujet sur lequel on a été interpellé par des opérateurs en assurance. Les courtiers en assurance sont en train de travailler à l'heure actuelle sur des projets d'assurance annulation Covid-19 pour les opérateurs du tourisme et du loisir. Par exemple, une des idées marketing, si nous arrivions à mutualiser les efforts des uns et des autres pour mettre en place ce genre d'assurance annulation, c'est que vous preniez en charge, vous, professionnels, cette assurance. Alors, c'est souvent une assurance qui correspond à une commission de 3%. C'est-à-dire, si vous venez réserver chez nous en direct, l'assurance annulation, elle est incluse. Voilà les conditions très souples de cette assurance annulation, ce qui fait que vous avez finalement, soit vous la faites payer par votre client, enfin, au final c'est votre client qui la paie, mais vous pouvez la rendre invisible dans votre tarif, garantir qu'elle y figure, générer la police d'assurance. Alors après, il faudra réunir les conditions techniques de le faire, mais générer la police d'assurance. De ce côté-là, personne ne perd de trésor. C'est-à-dire celui qui va payer avec sa carte bancaire et qui se dit je risque de me faire planter par ma carte bancaire au niveau de l'assurance annulation parce que je ne vais encore pas rentrer dans un cas. Et puis vous, le professionnel, qui va perdre carrément du chiffre d'affaires. Donc il y a aujourd'hui, mais je ne m'engage sur rien, il y a des discussions très avancées, on a été sollicité là-dessus sur des assurances annulation Covid-19 qui sont en train d'ores et déjà d'être établies par certaines compagnies d'assurance. Et moi, je pense que si je vendais une chambre à 100 €, plutôt que de donner 17 € que 17 € à Booking ou 20 € à Booking, je préférerais donner 3% ou 3 € à la compagnie d'assurance pour couvrir mes clients là-dessus, prendre à ma charge ce coût-là, mais je suis certain que j'aurai des réservations non seulement plus fortes, mais en tous les cas garanties en termes de génération de chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive. Donc ça, on n'a pas de réponse définitive, mais on pourra certainement, dans les jours qui viennent, vous faire des annonces. Tu n'as pas encore de nom de boîte, du coup, d'assurance voyageuse avec qui tu discutes là-dessus? Oui, il y a déjà, ce sont plus aujourd'hui des courtiers spécialisés dans l'univers du voyage. Comme Shopka, peut-être? Oui, il y en a d'autres, mais Shopka fait partie des gens sur lesquels ce genre de réflexion est en cours. Il y a Awan également, il y a tout un tas de compagnies qui travaillent sur ces sujets-là. Pour l'instant, ça n'est que du travail, s'ils appellent ça de l'actuarisation, c'est-à-dire l'assurance, elle est basée sur ce que l'on appelle le calcul du risque. Et bon, là, aujourd'hui, je pense que personne n'a une vraie visibilité sur le calcul du risque pour définir notamment les cotations des primes et notamment le taux qui serait appliqué sur la valeur du panier de réservation pour pouvoir garantir et le vendeur et le voyageur de cette assurance annulation. Mais probablement que ça fera partie des choses qui vont arriver sur le marché dans les semaines qui viennent de manière assez certaine. Et pour le compte des lois, nous travaillerons évidemment pour tous nos clients à une intégration rapide
de cette faculté d'assurance annulation Covid-19 si elle était avérée. Voilà. Dernière série de questions, c'est sur la communication. Donc, bon, tu l'avais évoqué, la question c'était quand communiquer, avant, après, pendant. Je crois que tu l'as dit, c'est à toutes ces étapes. Et un DMO, pour ne pas le citer, Patrick Lévy, qui dit que la communication nationale sera importante pour les territoires qui ont eu un préjudice, puisqu'ils étaient dans l'œil de l'actualité par rapport au Covid-19. Alors oui, après on va donner la parole d'ailleurs à ceux qui veulent prendre la parole de vive voix, dont Patrick, je sais qu'il y a des points intéressants à nous partager. Évidemment, on a une problématique forte aujourd'hui sur les territoires. Le Morbihan, pour ne pas le citer, a été un des premiers départements touchés. Aujourd'hui, tout le monde, j'ai envie de dire, malheureusement, est à la même enseigne, mais c'est vrai qu'il y a des campagnes territoriales de communication qui sont lancées chaque année à la belle saison par les destinations. Pour avoir échangé avec Patrick et d'autres patrons de territoire, moi je les mets en garde sur le fait qu'on risque d'avoir un côté inaudible de la communication territoriale dès la reprise de l'activité, parce que chaque territoire qui a dû, pour des raisons contractuelles notamment, reporter ses campagnes et ne pas se les faire rembourser par les chaînes de télé, mais vont devoir communiquer. Et là, attention au côté inaudible du truc, attention au côté un peu imperceptible du truc. Donc, c'est vrai que là aussi, les territoires, et je sais que c'est le cas du Morbihan, réfléchissent à des façons très, très ciblées et nouvelles, très innovantes de communiquer par rapport aux professionnels. Donc, ça fera partie certainement d'un webinaire. On invitera certains patrons de territoire avec lesquels on bosse parmi les grosses destinations touristiques, ou y compris des zones territoriales plus reculées, à échanger sur ces sujets-là, parce que je sais que pendant un moment, des fois, on fait chacun son business quand on est propriétaire d'hôtels, de camping, de maisons d'hôtes à juste titre dans son coin. On travaille plus ou moins par réflexe, je dirais, un peu programmé avec les DMO. Mais dans ces périodes troublées, et notamment sur la reprise, un office de tourisme ou un CDT peut avoir un effet de levier conséquent sur la reprise. Il peut avoir zéro effet, mais il peut avoir un effet de levier conséquent parce qu'il y a quand même des moyens financiers, il y a des moyens humains, il y a des moyens marketing. Et tout ça, c'est pas neutre. Il y a des réseaux sociaux qui sont souvent plutôt bien musclés. Et donc, il va falloir peut-être passer d'une communication, les orteils avec un coucher de soleil sur la plage, à des communications beaucoup plus agressives sur le plan marketing et sur le plan commercial pour aider les professionnels à très vite reprendre de l'air. Je te laisse la parole, Jérôme, pour reprendre la fin de ta présentation. On a combien de minutes du coup? Parce que c'est vrai que là, j'ai. On est encore 220 dans la salle, donc je pense Ok. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y avait encore pas mal de il y sujets. aura des questions, il y aura pas mal de sujets. Fred, il y a à ce stade plus de questions? Non, pour l'instant, il y en a d'autres particulières, donc je réponds à l'individuel quand ça concerne Eloi proprement dit. D'accord, ok. Ok. Bon, de toute façon, je vais accélérer. Je pense que Bruno, on se prendra d'autres rendez-vous dans les prochains jours avec plaisir. Donc là, je vous ai montré quelques sites internet qui communiquent sur le Covid de manière intelligente sur la page d'accueil ou avec une page dédiée. Là, je vous avais rapidement aussi basculé sur certaines publications de réseaux sociaux. À ce stade-là, vous l'avez bien compris, on est dans le stade de la prise en compte du Covid, de la considération des réservations. Est-ce que je suis ouvert, est-ce que je suis fermé? Donc, est-ce que... Ouais, attends, oula. Ah, pardon. Ouais, t'as repris la main ou... Non, vas-y. Non, non. Parce que là, du coup, il a basculé sur 3-4 slides plus tard. Alors, ouais, non, je pense pas que j'ai la main parce que je peux plus appuyer sur la... Pardon, excuse-moi, je sais pas. Écoute, sinon je te Non, le... vas-y. Bah, sinon, je te reviens. Ouais, là, ça ne fonctionne plus. Donc, reviens en arrière. Ouais, parfait. Donc, bon, écoute, ouais, donc ensuite... Pardon, excuse-moi, je veux pas te... Voilà, c'était là. Ouais, j'étais là, mais... Ouais, vas-y, bah, avance du coup. Désolé pour ces petits trucs techniques. Alors, une fois que vous avez communiqué sur, je répète, sur est-ce que je suis ouvert, est-ce que je suis fermé, et comment je rassure mes clients, ceux qui viennent aujourd'hui, ceux qui viennent demain. Ce qui est important aussi, c'est de voir sur la stratégie qui était en cours, peut-être sur les meta-search en haut à gauche, type Kayak, Trivago ou Instant Booking, vos campagnes évidemment SEA type Google AdWords ou vos différentes ouvertures de chambre sur les fameuses OTA. Bon, je vous ai mis au milieu, en gros, un bouton pause. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est sûr que balancer de la pub sur AdWords à ce moment-là,
Bon, pas forcément de grande utilité, comme être sur les moteurs de comparaison, pas énormément, voir avec vos distributeurs OTA. Bon, c'est peut-être le monde d'appuyer vraiment sur le bouton pause et vous poser les bonnes questions euh, pour Ou en tout cas, de justement, voilà. limiter l'inventaire présent sur les OTA, quoi. Garder la Ouais, c'est visibilité. clair. Garder une visibilité. Et là, encore une fois, je parle de la période de confinement pur. Hein. Je ne parle pas de cet été, espérons-le là après. Pas vraiment de l'instant T, quoi. Hein, si vous êtes fermé à l'instant T, forcément, fermez les canaux. Si vous êtes ouvert à l'instant T, de toute façon, il y a plus grand monde, j'ose dire, qui normalement circule hein, sur nos différentes contrées. Donc, il n'y a pas un grand intérêt, selon moi, à ce moment-là de l'histoire. Tiens, tu peux basculer à la suivante. Oui. Alors, ensuite, une fois que vous avez répondu à ces scénarios-là, mais je répète, normalement, tout bon professionnel, vous avez déjà dû le faire hein, depuis ces derniers jours, hein, depuis le week-end précédent. Ce qui est important, c'est de garder en effet un flow, une relation avec votre clientèle, sans forcément de discontinu, hein, avec un lien régulier avec elle. Il faut être humain, transparent et essayer. Je sais que ce n'est pas évident. Moi, j'aime bien l'expression voir le verre à moitié plein ou moitié vide. Essayons, mine de rien, même si on vit un moment, c'est sûr, plus que, plus que préoccupant, essayons d'être un minimum optimiste par rapport justement à notre activité, hein, par rapport à nos valeurs et à ce qu'on peut, sur les messages sur lesquels on peut communiquer. Tac. Ouais, Alors, vas-y. à ce sujet, on aura un webinaire dans les prochains jours avec des experts de l'écriture, donc l'écriture marketing, de l'écriture touristique, donc pour pouvoir vous aider à écrire ce type de messages, si vous ne les avez pas encore écrits ou si vous souhaitez les corriger. Le confinement et le fait que les gens sont vraiment dans leur aquarium, euh, c'est utile de le rompre aussi de temps en temps par le fait que vous preniez de leurs nouvelles, parce que vous pouvez donner de vos nouvelles, vous pouvez prendre de leurs nouvelles aussi, établir un dialogue. Et puis, ben, il y a peut-être des gens qui sont des répéteurs, des gens qui sont déjà venus chez vous, qui vont se souvenir, partager des photos de leurs dernières vacances avec vous, des moments qu'ils ont passés chez vous. Vous êtes des professionnels de l'hospitalité. Alors, ce terme, il est très hospitalier aujourd'hui, mais de l'hospitalité. Et cette notion d'hospitalité, plus que de tourisme, elle va reprendre une valeur considérable dans les prochains mois. Et donc, il faut pouvoir montrer que vous n'attendez pas que les gens, vous ne les voyez pas qu'une fois par an. Ben voilà, vous reprenez le temps de communiquer avec eux, de prendre des nouvelles, de partager des informations et de leur demander des nouvelles aussi. Ça, c'est franchement important. Ah, ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup de mes exploitants qui me disent ouais, Jérôme, j'ai des nouvelles de tel ou tel client qui m'a appelé, justement, qui veut savoir si je vais bien, si je suis ouvert, comment ça se passe, etc. Donc, il y a même vos voyageurs qui le font. Après, à vous justement de le faire aussi vers eux. Hein, selon vos petits chouchous, hein, vous avez depuis X années dans vos différents territoires. Voilà, prenez des nouvelles, hein, que ce soit par WhatsApp, par un SMS, par un mail, par un coup de téléphone. Montrez que vous êtes là, que vous allez bien et prenez leurs nouvelles. Hein, et pas seulement dans une optique commerciale, marketing évidemment, mais même de pure sincérité. C'est vrai que c'est indispensable dans ces moments-là. Ensuite, une fois que vous avez passé l'aspect, je répète, mais voilà, je suis ouvert, je suis fermé, ou voilà mes conditions d'annulation de réservation, bah, jouer la carte comme notre gars Jacques, là, que je salue si elle est parmi nous, qui dit bah, tiens, voilà, moi, je ne perds pas mon temps, j'ai réussi à récupérer du matos. Si jamais vous avez un magasin qui est encore ouvert à proximité, qui propose la peinture ou autre, hein, du placo, voilà, bah, tiens, je me prépare, moi, je pense déjà l'après, pendant que les autres, une se couche sur notre future quatrième chambre. Comme vous voyez tout à l'heure avec notre propriétaire de Poitiers, qui disait voilà, on a 2 chambres qui sont maintenant ouvertes. Là, déjà, on valorise notre produit, on n'est pas en mode repos hein, uniquement et on bosse et on vous prépare une petite nouveauté sympathique pour les prochains mois. Bon, ça, c'est un scénario. Après, il y a un autre scénario qui circule pas mal en ce moment. Ouais, voilà. Ça, j'aime bien aussi. Les propriétaires, pareil, hein, il y en a certains que je mets en avant. Forcément, je connais plus facile de parler des gens que je connais, à qui j'ai pu bosser que d'autres. Donc là, on a Stéphanie dans les Hauts-de-Saint-Vincent, à côté de Sarlat, qui nous propose une petite fondance coco-citron. Bon, il est 11h13, hein, pas encore temps de passer à table. Mais c'est vrai que le petit fondant coco-citron, je vous conseille de le faire. Il est plutôt pas mauvais. Et puis la Vie Voyage, notre pâtissière Marie-Ange, on voit sa petite fille là, charmante comme tout, qui a été aussi sur la photo. Bah là, c'est carrément un millefeuille à la vanille. Bon, donc il y a aujourd'hui, voilà, propose des recettes de cuisine. On a normalement le temps chez nous hein, à faire des bonnes recettes, plus qu'avant, normalement, de justement prendre soin de soi et se faire un plaisir au niveau gastronomique. Donc, si vous avez une table d'hôtes, hein, si vous proposez des petits déjeuners de grande qualité, n'hésitez pas à communiquer sur ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Ensuite,
Tac. Haute communication. On est toujours, j'aime bien, Dordogne, Périgord. On est dans ce coin-là. Donc là, on est avec les Hauts-de-Gajac. Vous ne pouvez plus venir à la Roque-Gajac. La Roque-Gajac vient à vous. Joli. Donc ça, Laurence, félicitations. Je trouve que c'est cool. On valorise aussi bien le territoire. On est face à notre écran. On ne peut pas y aller physiquement maintenant, mais en tous les cas, on se projette avec un paysage sympathique qui nous donne déjà envie de déambuler, de se promener dans les prochaines semaines, espérons-le, à la Roque-Gajac. Donc ça, c'est un autre exemple. Vous pouvez valoriser votre paysage à proximité de votre destination. Dernier exemple que j'aimais bien, là, je salue Damien. Damien, je l'ai connu il y a 10 ans quand j'ai créé la boîte. J'avais fait un tour de Normandie à vélo. Bon, voilà, il faut en avoir dans les jambes. J'en ai toujours un petit peu. J'ai fait un tour de Normandie à vélo. J'étais parti de mon petit village des Yvelines et j'ai fait toute la Normandie à vélo. Et j'avais rencontré à l'époque Damien qui bossait pour la CCI vers Le Havre, Haute-Normandie, qui maintenant est propriétaire d'un gîte dans le Morbihan. Donc, on parlait tout à l'heure, je crois, Bruno avec Patrick du Golfe du Morbihan. Donc là, il est à côté de Vannes maintenant. Donc, il a ouvert un gîte, Damien, à côté de Vannes. Et un message d'espoir et d'hospitalité, justement, de la manière la plus noble possible et inintéressée financièrement parlant, mais avec des vraies valeurs humaines. Parmi, je pense que certains d'entre vous l'ont pu le faire, mais il a ouvert son établissement à des forces vives hospitalières à côté de Vannes. Donc aujourd'hui, je crois que son gîte est loué par des infirmières ou infirmiers, évidemment gratuitement. Il n'a pas facturé quoi que ce soit sur cette prestation-là. Donc il a mis à disposition son gîte pour l'hôpital de Vannes en l'occurrence. Donc c'est un petit clin d'œil, mais c'est hyper sympa. Et il y a ces messages-là qui circulent en ce moment qui font du bien sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'avance et on va essayer de conclure. Je sais qu'il y aura de la frustration, comme souvent avec Bruno et moi, mais sinon on pourrait passer la journée entière à faire ce webinaire. On en refera d'autres, j'espère, dans les prochaines semaines. Bon, autre aussi affiche que vous avez dû voir circuler ces derniers jours sur Twitter ou sur Facebook ou les autres plateformes médias. Cet été, voyageons en France. Nos bars, restos, hôtels, commerces auront besoin de votre solidarité, soyons solidaires. Bon, donc c'est complètement en phase avec ce que disait Bruno tout à l'heure, par rapport au fait que la fameuse staycation, le fait que le Français voyagera essentiellement, principalement en France, que s'il avait pris des billets pour partir à l'étranger, bon, il est déjà en train de se les annuler ou trouver une solution pour, je pense, rester sur notre beau pays, notre belle France. Donc, ce genre d'affiche, vous pouvez l'utiliser, la valoriser sur vos supports sociaux, avec votre page professionnelle de gîte, de chambre d'hôte, de camping, de loisirs. N'hésitez pas à la partager, c'est intéressant. Donc voilà, c'est un petit truc que vous pouvez diffuser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ensuite, voilà, et on va finir là-dessus. Ces outils que j'utilise régulièrement en formation auprès des territoires, auprès de mes porteurs de projets ou exploitants. Il y a 3 choses que vous allez pouvoir bosser dans les prochaines semaines. On parle de semaines parce que malheureusement, est-ce que ça sera mi-avril, fin avril, mi-mai, fin mai? Bon, on va être optimiste, mais on ne sait pas réellement ce qui va se passer dans les prochaines semaines et on aura du temps à travailler sur ces sujets-là. Premier point, tu peux passer à la slide, c'est le contexte. Donc, c'est le moment où, justement, nous, on bosse là-dessus en arrière-saison ou en avant-saison et jamais on ne bosse pas là-dessus au mois de mars, et surtout pas en avril ou en mai quand on a la tête dans le guidon. Posez-vous un instant et redéfinissez votre produit, redéfinissez votre cible de client, redéfinissez votre concurrence et analysez la concurrence. Repensez votre budget. Voilà, quel est le budget que vous avez pour bosser avec tel ou tel acteur, pour bosser avec votre moteur de réserve, votre site internet, vos photos, etc., etc. Quel est le temps que vous avez à consacrer à votre activité, à la fois en termes d'accueil, de service, que évidemment en termes de stratégie marketing. Mais là aussi, c'est sûr qu'il y a des petits rigolos qui parfois n'ont pas le temps et qui n'ont pas l'argent, mais qui veulent par contre des gros objectifs. Donc ceux-là, c'est clair qu'ils me font marrer parce que j'ai pas de budget, j'ai pas de temps, mais je veux avoir plein de clients. Bon, évidemment, on aimerait, mais c'est pas possible. Donc pensez ce modèle-là, repensez-le et surtout, il faut qu'il soit parfaitement équilibré avec ces différentes dimensions-là. Et selon vos objectifs, justement, vous allez déployer telle ou telle stratégie et telle ou telle expérience client, tel ou tel produit. Donc voilà, c'est le moment où il faut que vous bossiez sur ces choses-là. Je répète que vous ne faites pas généralement en mars, en avril ou en mai, ou surtout pas en haute période, mais qu'on aura et qu'on a heureusement, malheureusement du temps là, à vivre dans les prochaines semaines face à notre écran d'ordinateur ou avec nos enfants et notre belle-mère. Bon, dans certains cas de figure, je ne parle pas pour moi. Moi, c'est maman et pas belle maman. Mais voilà, prenez le temps aussi de repenser votre contexte. Après, un point qui a été abordé aussi rapidement et on réabordera peut-être ensemble avec Bruno les prochaines semaines, c'est la tarification.
Donc, la tarification, c'est les sujets dont on a déjà parlé. Tiens, tu peux cliquer. Bien sûr. C'est l'avant-dernière slide. Bon, c'est la tarification. Donc, c'est des points que j'aborde régulièrement. J'ai fait des formations récemment pour la région centre de 2 jours. 2 jours rien que pour parler de ça. Donc, c'est sûr qu'en 2 minutes, ça va être compliqué. Mais c'est vraiment le moment aussi de passer du temps sur Excel, passer du temps sur votre concurrence, passer du temps sur vos coûts de revient et vraiment, vraiment d'avoir une politique de prix qui soit la plus adaptée possible. On parlait des conditions d'annulation, de flexibilité de vos tarifs d'annulation, etc. La notion d'assurance qui a été évoquée par Bruno est hyper pertinente, je pense très, très, très intelligente. Et je pense que c'est des choses aussi qu'on va bosser avec nos propriétaires pour voir comment on pourrait intégrer cette condition d'annulation, intégrer dans le prix l'annulation flexible, c'est super. Mais faites pas n'importe quoi par rapport à votre tarif. Posez-vous les bonnes questions et ce petit modèle-là où il y a écrit le coût de revient, il y a écrit les concurrents, il y a écrit l'observation des clients. Sachez regarder ce que vont dire les clients par rapport au tarif. Écoutez-les, vos clients. Et souvent, on le voit là, qu'on ne sait pas très bien les écouter. Tu vois que 0,8% des hôteliers considèrent les observations des clients dans une politique de prix. C'est largement insuffisant. Regardez les avis qui circulent sur vous, par rapport à votre tarif sur Internet et voyez ce que vous faites par rapport à tout ça. Mais prenez le temps. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'on n'est parfois pas très familier avec Excel. Mais justement, prenez le temps maintenant de retravailler votre tarif. Ça va être indispensable que vous soyez très, très flexible, réactif dans les prochaines semaines par rapport à un marché qui va comme disait Bruno, qui va se retourner très vite. Et si vous êtes encore sur des tarifications trop fixes ou trop contraignantes par rapport à ce qui était habituellement prévu l'été, il va falloir être beaucoup plus, je répète, beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Sinon, vous allez vous faire bouffer par les OTA, c'est clair. Vous allez vous faire bouffer par la concurrence qui sera peut-être moins qualitative que vous, mais qui aura été plus intelligente que vous sur la tarification. Dernier point, et là après je n'ai pas envie que vous fassiez un arrêt cardiaque ou un infarctus tout de suite, ce n'est pas le moment. Certains qui me connaissent ont déjà pu travailler sur ce modèle-là. C'est le modèle qu'on utilise en formation, en coaching de stratégie web marketing. L'idée, c'est surtout pas de me faire ça. Bruno confirme. Si vous me faites ça, vous allez me faire un burn-out tout de suite. C'est surtout pas le moment. Et si vous me faites ça, vous allez prendre la direction d'un hôtel, comme je dis toujours, à Las Vegas ou des bungalows de luxe à Bali, avec 500 bungalows, avec 1000 personnes bossant pour vous. Ce n'est pas du tout le but de copier-coller ce modèle-là. Et c'est là où justement on peut, on ne va pas faire d'auto-promo, mais c'est vrai que c'est ce qu'on fait chez Guest, ce qu'on fait au niveau de notre structure. Donc, vous accompagner dans votre définition de la stratégie. Et là, je répète toujours pareil, mais d'habitude, on travaille ça avant la saison ou après la saison. C'est maintenant qu'il faut le bosser. Est-ce que je me mets sur telle ou telle plateforme média? Est-ce que je bosse avec tel ou tel site d'avis? Est-ce que je crée un blog? Est-ce que je bosse avec des blogueurs? Est-ce que je fais de la pub sur Internet? Est-ce que j'ai une newsletter? Est-ce que je bosse avec telle ou telle plateforme annuaire spécialisée? Voilà, il va falloir que vous inscriviez votre stratégie dans un modèle qui va être le plus cohérent possible. C'est pas simple. Et c'est là où justement des gens comme nous peuvent vous aider. C'est là où les territoires type office de tourisme, évidemment, peuvent aussi vous aider sur ces dimensions-là. Mais surtout, c'est le but de Bruno, d'Eloa depuis des années, c'est le nôtre aussi depuis quelques années maintenant. Évitez de vous faire bouffer la gueule demain par les OTA qui vont évidemment se jeter sur vous comme des morts de faim avec une pression du tarif le plus bas possible, avec une pression de la réservation la plus tardive possible, avec une pression des conditions d'annulation les plus flexibles possibles. Gardez le contrôle au centre, au maximum de votre modèle sur votre site internet. Et ça, Bruno l'a insisté dessus à juste titre, avec la réservation en ligne. Donc, un coucou à Eloa forcément, parce que voilà, on est avec eux aujourd'hui. Donc, que ce soit Eloa qui est votre moteur de résa ou un autre, bossez bien avec votre fournisseur de moteur de réservation pour proposer les conditions les plus favorables en direct et pas forcément sur Booking ou sur Expedia ou autre, et pour vraiment avoir une flexibilité la plus réactive possible sur votre propre site internet, quoi. Et on espère, comme disait Bruno tout à l'heure aussi, qu'on aura, grâce à cette crise-là, quelque part une accentuation du phénomène de la relation directe qui demeure aujourd'hui trop faible et qui peut être très forte quand on a un modèle qui est justement bien pensé, qui ne dépend pas que des gros distributeurs, des gros OTA comme ceux qu'on a nommés précédemment. Voilà, donc moi je m'arrête là parce qu'encore une fois, vous me connaissez par cœur. Certains d'entre vous me connaissent, on pourrait largement bouffer du temps. Il est 11h30, il y a peut-être les coquillettes à faire pour les fistons et le steak haché qui va attendre sur la poêle qui est peut-être en train de brûler. On a peut-être des questions auxquelles on peut répondre avec Bruno et on se reverra, je pense, bientôt avec plaisir. Frédéric, des questions? Merci Jérôme.
Merci beaucoup. Écoute, avec plaisir. Désolé, hein, c'est un peu rapide, mais… Oui. Oui. Une question là, qui vient d'arriver. Si vous ne deviez conseiller qu'un réseau social, lequel serait-il? Bon, bah là, sans grande surprise, hein, il n'y en a qu'un. Si je veux en conseiller qu'un seul, on va parler de Facebook. Même s'il y a des pros ou des contre Facebook, ça reste le plus important à l'échelle internationale. Euh, je crois qu'il y a plus de 2 milliards de personnes connectées au quotidien sur Facebook. Et en ce moment, c'est pas surprenant si je vous dis que Facebook est en train de faire péter son record de trafic, hein. On est tous, malheureusement aussi, la tête de notre téléphone, de notre tablette ou notre ordinateur. Et Facebook, aujourd'hui, voilà. Et évidemment, l'acteur indispensable, s'il y en a un à choisir. On dit souvent, nous, en termes de marketing, en formation, que Facebook, c'est pour les 40-60 ans. Instagram, c'est les 20-40 et Snapchat, c'est les moins de 20 ans. Donc, ce sont des gros raccourcis, mais pour vous donner très, très rapidement, là encore, des fourchettes et des idées. Mais Facebook, c'est la masse, pour faire simple. Instagram, c'est les 20-40, mais c'est plutôt la cible un peu plus, je vais pas dire esthétique, artistique, mais un peu plus, voilà, un peu plus design, un peu plus subtil sur Instagram. Et Snapchat, c'est typiquement pour activités de loisirs ou des campings qui ont une cible familiale pour tirer justement sur la clientèle adolescente, familiale, parce qu'on parle, je répète, des moins de 20 ans qui sont majoritairement sur Snapchat. Donc voilà, Frédéric, j'espère avoir répondu à la question. Je pense. Quelqu'un avait proposé aussi l'idée de mettre en place un jeu concours pendant cette période collectif sur les réseaux sociaux, voilà, pour animer et puis faire penser à l'été. Il y a les jeux concours, je pense qu'il y a les bons cadeaux aussi. J'en parlais avec un exploitant hier. L'importance de pouvoir proposer des bons cadeaux sur vos différents sites internet qui ne sont pas sur des dates fixes, parce que la question de la date fixe va se poser. Est-ce qu'on réservera en juin? Est-ce qu'on réservera en mai? Tant qu'on n'a pas d'idée réelle de la fin du confinement, si vous êtes capable de proposer des solutions de bons cadeaux, donc par définition avec une date non fixe, sur du 12 mois, sur du 24 mois, je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir doper vos réservations dans les prochaines semaines, sans faire prendre un risque trop important à votre voyageur. Alors justement, j'enchaîne là-dessus pour clôturer justement les cartes cadeaux, les bons cadeaux. En résumé, toutes les armes qu'il faut affûter pour préparer la reprise, on va les évoquer demain matin sur le webinaire de demain. Donc, vous avez tous… Je t'ai fait une belle transition, là. Ouais, merci. Pas… Donc, vous avez tous des solutions. Alors, pour ceux qui ont du Helloa, tant mieux. Ceux qui ont d'autres solutions, en théorie, tout ce qu'on va dire demain s'applique aussi. Donc, vous pourrez les appliquer dans vos autres solutions sans aucun problème, en tout cas si elles permettent de le faire. Donc, demain, on va rentrer, maintenant qu'on a parlé on a un peu dégrossi le paysage d'après-crise en essayant d'identifier des hypothèses qui nous semblent crédibles et probables en tout cas. Mais maintenant, il va falloir rentrer dans les jours qui viennent à travers les différents webinaires sur quelles armes utiliser. Donc là, on va rentrer dans le dur, dans le détail. Demain, c'est ce que nous ferons à travers l'intérêt des cartes cadeaux, des coffrets cadeaux, des offres spéciales, la manière de moduler aussi les conditions de paiement et les conditions d'annulation, comment les faire, dans quel délai, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'attendent les consommateurs. Donc ça, c'est demain. N'hésitez pas à nous rejoindre demain pour ça. Jeudi, nous aurons Olivier Dawirs, qui est un propriétaire de maison d'hôte comme vous, mais qui a eu une vie, est un jeune propriétaire de maison d'hôte et qui a été revenu manager chez Accor à l'échelle internationale. Donc c'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts la logique de la constitution des tarifs. Et un jour, il a eu avec sa femme l'envie de créer une maison d'hôte, donc qui est dans les montagnes. Et il a défini une recette pour appliquer à l'échelle d'une maison d'hôte les concepts. Il a simplifié, il a schématisé les concepts du revenu management dont parlait Jérôme tout à l'heure et sur lesquels on reviendra plusieurs fois pendant cette période de confinement. Donc Olivier sera parmi nous jeudi. Je vous invite vraiment à le rejoindre parce qu'il a un propos et une technique extrêmement pédagogique et intéressante. Et vendredi, nous aurons Thomas Young qui est le pape barbu de la e-réputation. Donc Thomas… Et le chapeau. Ouais, et son chapeau. Donc Thomas et son chapeau viendront vous parler des règles de base. Il faut aussi profiter, on est là pour parler de prospective, mais on est aussi là pour refaire des remises à zéro. Il y a des choses qui ne vont pas changer après le Covid. Donc c'est bien de reprendre un peu le temps avec des experts comme Jérôme, comme Thomas, comme Olivier. Alors, je vais parler d'autres personnes qui vont intervenir aussi dans les jours qui viennent, de cette façon de gérer les avis, et notamment dans le contexte après-crise. Donc ça, c'est fondamental. On aura l'occasion aussi de faire un webinaire avec les patrons des destinations. Donc Patrick Lévy était parmi nous. J'ai vu aussi Michel Bail, j'ai vu qu'il y avait aussi Stéphane Donat, Olivier Amblard, donc des Charentes. Donc l'idée, ça serait de
de regrouper quelques patrons de destination autour d'une table ronde avec vous, les professionnels de l'industrie, que vous leur disiez à votre niveau ce que vous attendez d'eux pour cette reprise, puisque il n'y a pas de raison que vous soyez les seuls à vous remettre en question. Les offices de tourisme et les comités de tourisme régionaux qui sont déjà en remise en question depuis un certain nombre de mois, ne serait-ce que parce qu'il y a eu l'évolution de la loi sur l'organisation de la République, ne serait-ce que parce qu'il y a des transformations, des regroupements de structures, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir des contraintes budgétaires, une réorganisation des équipes et des missions. Les patrons des territoires réfléchissent à leur remise en question avec leurs équipes. Et tout le monde est convaincu, je crois que c'est aussi le cas du webinaire que tu auras cet après-midi avec Jean-Luc Boulin à la Mona, ce que tu m'expliquais aussi Jérôme, tout le monde est convaincu que les missions des offices et des comités, je suis aussi un de ceux qui le plaident à bout de conférences physiques dans les territoires, les missions doivent évoluer comme étant des structures de soutien aux professionnels. Si l'intérêt d'une destination, la richesse d'une destination, elle ne porte pas sur l'image, elle porte sur l'offre. On peut avoir la plus belle image du monde, les plus beaux slogans du monde. S'il n'y a pas des offres dans les rayons, sur les étalages, il n'y a personne qui vient acheter, on ne se contente pas d'images. Donc, les destinations vont être à votre disposition la semaine prochaine. On fera un webinaire avec les patrons des destinations qui ont plein d'idées à ce sujet, qui sont dans les starting blocks pour aussi, eux, modifier leur façon d'organiser leur structure, pour faire de leur structure, en tout cas, de vrais partenaires économiques, de vrais boosters de l'effet de levier. Nous aurons aussi d'autres intervenants, Jean Laherrère, donc, qui lui aussi interviendra sur le revenu management, mais appliqué plutôt au camping et aux hôtels. C'est une société que nous avons croisée avec nos partenaires de Charente Tourisme, donc sur la côte atlantique, et qui sont vraiment des experts du revenu management, mais plutôt middle level, high level, donc hôtel, camping. Donc c'est intéressant d'avoir leur avis. Sébastien Repetto interviendra aussi sur la partie réseaux sociaux, référencement. C'est une vraie pointure en la matière. Et nous sommes en train d'organiser un webinaire avec un interlocuteur de premier plan de la BPI pour vous parler très concrètement, pour vous, professionnels du tourisme, des aides qui peuvent vous être apportées en termes de cash, de trésorerie, puisqu'on le sait, même si la crise peut ne pas s'étaler dans le temps, il y a aujourd'hui d'ores et déjà des fortes tensions sur la trésorerie. Donc, il y a des dispositions, il y a des dispositifs. Ces aides peuvent être aussi amendées, voire abondées dans quelques cas par certaines régions. Et donc, on a pris l'initiative de mobiliser un interlocuteur de premier plan à la BPI pour vous parler, vous, en tant que professionnel du tourisme, de ces sujets-là. Il y a d'autres webinaires qui viendront. On ne lâchera pas l'affaire tant qu'on ne sera pas sorti de ce tunnel. Ce qui est clair, c'est que les crises elles révèlent toujours, alors d'abord nos états de santé, nos caractères, nos états de santé économiques et nos caractères. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne lâche pas l'affaire les uns et les autres, on sortira de ça beaucoup plus fort que la manière dont on y est rentré. Et on a tous une mission, une fois que celles et ceux qui aujourd'hui se battent dans les hôpitaux au péril de leur vie pour sauver des vies, pour sauver des gens, pour faire passer cette putain d'épidémie, nous, on va avoir aussi, professionnels du tourisme, on aura une mission qui sera aussi vitale demain, une fois que le péril sera passé, c'est de redonner aux gens cette bouffée d'air, cette logique de retrouvailles, cette évasion, ces expériences. Et je pense notamment, on en parlera, je vois qu'il est présent, Mathieu Vado, avec d'autres consultants sur cette logique de design d'expérience. C'est fondamental de pouvoir, dès qu'on va sortir de ce tunnel, d'avoir des prêts à consommer de design d'expérience après post-Covid. Et donc, sur ces sujets-là, faites-nous confiance pour regrouper autour de vous. C'est gratuit, c'est l'envie de vous aider à vous en sortir parce qu'on sait que vous êtes des professionnels isolés souvent dans vos secteurs, isolés dans vos réseaux ou des fois sans réseau du tout. Donc, on va se battre auprès de vous pour vous donner toutes les armes pour en sortir très vite et qu'on accomplisse avec la banane, c'est un peu le logo de notre boîte aussi, qu'on accomplisse avec la banane ce métier magnifique qui est l'hospitalité, qui est de donner du plaisir, du dépaysement et de l'évasion à toutes celles et ceux qui vont en avoir besoin. Et au-delà des soignants, il y a un pays entier, un continent entier qui va avoir besoin de ça et c'est sur vous que ça va se reposer dans les prochains mois. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette réunion, à ce webinaire et à demain pour ceux qui… Vous allez recevoir le lien d'invitation pour ceux qui veulent y participer. On était 220 pendant cette conférence. Merci à tous.